Et quand il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la plupart des gens avaient l'impression que ça ne durerait pas longtemps. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que les progrès de la science qu'ils fêtaient, appliqués à une guerre, ça ferait de la Première Guerre mondiale quelque chose de beaucoup plus terrible que tout ce qui avait arrivé avant. Moi, c'est ce que je crée actuellement. C'est que la révolution informatique qui est magique. C'est à quel point ça nous permet de faire des choses instantanément. Applique ça à un conflit militaire. Yes sir, what's up tout le monde? Ici Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé encore une fois une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le politologue et auteur Christian Dufour, qui nous fait le plaisir de venir au podcast nous parler de tout plein d'affaires, hein, de politique, de géopolitique, de la montée de la droite, de la politique américaine. Il nous donne son analyse, ça a vraiment été super intéressant. Et gardez en tête aussi qu'on a enregistré ce podcast-là environ le 27 janvier. Fait que lui, il n'y a pas toute la mise à jour qu'il y a depuis, depuis cette date-là. Fait que gardez ça en tête, s'il vous plaît. Et juste vous rappeler avant d'écouter le podcast que le podcast est une commandite de procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'encore une fois, je vous encourage à vous procurer les cafetières Bellucci, d'excellentes cafetières, hein, durables et la top qualité qui vous permet de commencer la journée avec un bon café. Et si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les meilleurs, les experts en café. Ils sont situés à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Je vous encourage à aller voir leur local, ils sont super sympathiques. Ou sinon, allez sur leur site internet qui est au procafetière.ca. C'est une compagnie qui est locale, qui est québécoise et qui sont crissement cool. Fait que un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci de commanditer le podcast de cette semaine. Juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, hein, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon qui est au patreon.com/whatsuppodcast. Et ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, hein, pas besoin d'attendre un mois avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur YouTube. Et c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, c'est pas grand chose pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en ce moment, je vis beaucoup de démonétisation sur YouTube, c'est une source de revenus qui m'est souvent privée. Puis ça, des fois, c'est à cause de la censure, hein? C'est juste parce qu'il y a un mot qui a été dit, qui a été mal interprété, ou un sac qui a été mal interprété, puis là, YouTube, il décide de couper la monétisation. Fait que bref, une bonne source pour pouvoir m'encourager, c'est en vous abonnant à mon Patreon. Ou sinon, tout le monde, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit thumbs up sur le podcast, écrivez un petit commentaire positif, ça va tout le temps m'aider avec les algorithmes, puis c'est super apprécié. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté ce podcast-là. Je vous souhaite un bon podcast, une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui. Très content de le recevoir. Mon invité, il est politologue, il est auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Plus que jamais, La liberté. Je suis très content de recevoir Christian Dufour au What's Up. Ça va bien? Oui, le plaisir est vraiment partagé. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Là, on peut le commencer, le podcast, puis jaser ensemble. Hein? J'aimerais ça qu'on commence avec un sujet qu'on voit énormément dans l'actualité aujourd'hui, Donald Trump. Hein? Ouais. Comment t'expliquerais sa victoire aux États-Unis? C'est-à-dire que c'est comme un cataclysme, Donald Trump. C'est quelque chose de très, très, très profond. Moi, ça montre que les Américains, c'est une autre gang. C'est pas comme les Canadiens, c'est pas comme les Québécois. Parce qu'une majorité des Américains qui ont voté pour Donald Trump, en dépit, en fait, de tout ce qu'on lui reprochait, puis des exagérations, tout ça. Je pense qu'il y a une réaction très profonde, un ras-le-bol très profond aux États-Unis à l'égard du système existant. Et ça touche pas juste les États-Unis, ça touche la planète entière. Moi, ça m'a frappé parce que j'étais en voyage il n'y a pas longtemps, puis je regardais un peu à l'étranger. Toute la planète attendait ce que Donald Trump ferait. Et il y avait... Beaucoup de gens étaient comme un peu impressionnés malgré tout, même s'ils vont critiquer beaucoup Trump, évidemment, et surtout Elon Musk, là, que les Américains, c'est comme s'il y a un côté rough qui s'exprime. Il y a une réaction, c'est comme le pouvoir américain. On est dans la loi de la jungle, on est dans les rapports de force. Donc moi, je vois pas Trump comme un conservateur. C'est plus profond que ça.
C'est une réaction viscérale, identitaire, radicale, dangereuse. Il peut y avoir un tas de conséquences à ça. Mais on est en face, à mon sens, de quelque chose d'historique pour le meilleur et pour le pire. Mais il y en a aussi qui disent que c'est quasiment, tu sais, c'est pas un républicain, il a son propre parti quasiment à lui, là, tu sais. T'as raison. Moi, je trouve pas, c'est révélateur quand l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a fait une déclaration il n'y a pas longtemps. Il a critiqué, en fait, Donald Trump, parce que c'est un fier conservateur, Stephen Harper, mais moi, je vois pas Donald Trump comme un conservateur. Quelque part, c'est un révolutionnaire. C'est un radical. Parce qu'il est autre chose. Il représente vraiment quelque chose de profond. D'ailleurs... Même s'il y a des valeurs traditionnelles aussi. Oui, il y a des valeurs traditionnelles, mais en même temps, sa conjointe, c'est quand même une femme qui est originaire de l'Europe de l'Est. Chose qu'on peut pas le mettre dans une case. C'est un phénomène en soi avec lequel il faut composer. Moi, je trouve ça très intéressant à analyser. Moi, je fais de l'analyse politique. C'est un peu épeurant en même temps. Puis il y a le phénomène Elon Musk. C'est un duo jusqu'à nouvel ordre, cette affaire-là. Je trouve qu'Elon Musk, d'ailleurs, il dérape beaucoup comparé à Trump. Je trouve que Trump, on peut le critiquer, là. Le point que j'ai aimé dans Trump, je te cacherai pas, ça a été comme une espèce de le wokisme. Tout ce qui est représenté par le wokisme a comme été tassé avec Trump. Ouais, il y avait ça dans l'élection de Trump, quelque part. Là, ça va trop loin, c'est exagéré. Elon Musk, quelque part, je suis en train de réfléchir beaucoup à Elon Musk parce que je me dis, wow, il est en orbite, il tourne déjà autour de la planète Mars, parce que là, c'est comme si les deux s'étaient divisé le monde. Trump, c'est les États-Unis. Il se concentre vraiment sur les États-Unis principalement, alors qu'Elon Musk, en fait des commentaires sur un tas de pays ailleurs. Je trouve qu'Elon Musk, quand on dit des fois la folie et le génie, ça se ressemble. C'est un génie quelque part, mais il me semble qu'il est dans un fantasme de toute puissance. Il n'y a pas de limite. Puis je trouve que si tu veux exercer du pouvoir, il faut que tu acceptes qu'il y a des limites. Alors que Trump, je le vois gronder. Il est plus connecté quelque part. Il est fort, Trump. Hein? Non, mais c'est difficile à analyser en même temps parce que on est pris dans nos habitudes d'analyse, nos paramètres d'analyse. Or, on est en face d'un phénomène en soi qui est en dehors de ça. C'est intéressant, mais c'est déstabilisant. Qu'est-ce qui fait que ça sort de l'ordinaire? Ben, il ne respecte pas les règles. C'est quoi ces règles-là? Ben, les règles, c'est qu'il faut être un peu cohérent, il faut être un peu responsable, il faut être un peu gentil, il faut pas être vulgaire, faut pas... Il respecte... Ben, prends par exemple Elon Musk, quand tu as dit, écoutez, là, le chancelier allemand, c'est un fou. Écoute, là, tu dis pas ça, là, que le chancelier allemand, c'est un fou, puis que le premier ministre britannique, il devrait quasiment être en prison. Puis en plus de ça, il faut débaptiser la Manche pour appeler ça le canal George Washington. Puis il faut que Trump dise, on va prendre possession du Groenland. Écoute, ils ont multiplié, en fait, les choses ça se fait pas. Tu fais pas ça. Sauf qu'étant donné que c'est le leader de la puissance encore la plus importante sur la planète, il faut en tenir compte, d'autant plus qu'il a été élu démocratiquement. Il y a une nette majorité d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de composer avec lui et d'essayer de voir du positif. Cela dit, ça peut déraper, là. Faut pas être naïf là-dedans. Ouais. Donc, mais il respecte pas les règles. Il respecte pas les gens, pas du tout. Penses-tu qu'il y a un plan où il fait un peu, il improvise ou Je le sais pas. Je pense qu'il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il y a un côté showman. C'est un gars de spectacle. Ouais. Puis il sait que ça pogne être showman, etc. Il est imprévisible, on le dit souvent, c'est vrai. Puis c'est une force, ça, quelque part. Prends par rapport à Poutine. Hein? Il y a des gens qui disent qu'il est trop admiratif de Poutine. Il va peut-être trop céder de choses à Poutine. Mais en même temps, il est imprévisible. Il peut se revirer de bord aussi. Donc, c'est fascinant à analyser, mais je me répète, il y a un potentiel de dérapage quand même important, moi, je trouve. C'est qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Ce qui me fait peur, c'est le côté, à un moment donné, tellement excessif. Moi, je crois que... Moi, je suis un modéré. Moi, je crois à l'équilibre. Je suis un conservateur. Jamais je veux me définir. Moi, je suis un conservateur, quelque part. Mais je crois à la modération et je crois aux limites. Par exemple, je critique beaucoup, ce soir, je vais faire le panel de Patrick Soir pour en parler, le multiculturalisme à la canadienne, qui est une idéologie extrémiste parce qu'il n'y a pas de limite. Et ça se distingue des autres multiculturalistes sur la planète, parce que juste au Canada qu'on n'a pas de limite. On met sur le même pied l'immigrant qui est arrivé il y a 15 jours, puis les descendants de gens qui sont arrivés il y a 300 ans. C'est comme... Donc, moi, je crois à la mesure et à l'équilibre. Je trouve pour exercer du pouvoir, il faut que tu acceptes, pour me dire que tu as des limites. Tu n'es pas tout puissant. Les fantasmes de toute puissance, c'est un peu l'impuissant. Donc, au-delà du côté showman de Donald Trump, que je peux comprendre, au-delà de son côté roll-ball, est-ce qu'il est dans le réel? Puis même des fois, je me dis, as-tu toute sa tête aussi? On se pose des questions beaucoup, en fait.
Tu sais, là, moi, je suis pas contre en soi. J'aimerais ça voir le plus de positif possible. Je suis vraiment en réflexion par rapport à lui comme bien du monde. Parce que tu dis, ouais, là où c'est qui s'en va. Prends, par exemple, quand tu veux expulser là, 11 millions d'immigrants illégaux. Là, ouais, là, on a commencé à en avoir. Tu sais, aujourd'hui, on est le 28 janvier. Fait que, on a commencé à avoir des partiels de tout ça, là, tu sais. C'est ça. Des journaux. Je comprends le propos, mais expulser 11 millions de personnes, c'est beaucoup, là. Ouais. Puis c'est comme exagéré quelque part. Mais par contre, je sais pas si tu as remarqué, il a gagné un combat important avec la Colombie, le pays sud-américain, parce qu'il voulait leur renvoyer des immigrants colombiens illégalement aux États-Unis. Puis là, la Colombie, dans son premier temps, a refusé. Puis là, Trump a dit, écoutez, je vais vous imposer des tarifs de 25%, puis dans 10 jours, ça va être 50%. Comme qu'il a fait avec nous autres. Ouais, non, mais la Colombie s'est couchée tout de suite. Tu vois le côté pouvoir. C'est quelqu'un avec dire ça. Prends l'Ukraine. Businessman aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est avant tout un businessman qui a réussi. Donc, c'est un phénomène très difficile à analyser rationnellement. Il n'est pas dans nos paramètres, en fait, mais il est là. Il faut composer avec ça. Et en même temps, il exprime un roll-ball. Je parlais du wokisme tout à l'heure. Ouais. Il exprime un roll-ball que moi, je partage, qu'à un certain point. De la bien-pensance. Là. Ouais, moi, tu sais, de dire, là, le système américain, c'est allé trop loin. Là. La perte de contact avec la réalité. Puis, dans ce sens-là, c'est pas un hasard si les Américains, et qui, je le rappelle, sont pas la même gang que les Québécois, que les Canadiens et les Français. C'est difficile d'imaginer qu'une majorité de Québécois aurait voté Trump ou qu'une majorité de Canadiens aurait voté Trump. Or, une majorité d'Américains ont voté Trump. Mais c'est parce que c'est ça. Il y en a bien là-dedans qui ont été cœurés du wokisme, de ces dérives-là. Il y en a bien aussi que c'est tout le mépris de cette population-là, tu sais, qui suit Trump ou qui... Tu sais, fait qu'ils sont tannés de ça. Puis il y a une frustration, il y a des raisons économiques, évidemment, parce que les gens ont l'impression qu'économiquement, leur niveau de vie a baissé. Il y avait un côté injuste à l'égard de Biden, le président démocrate avant. Le bilan de Biden n'était pas si mauvais que ça, au plan strictement économique, mais sauf que ça se rendait pas dans toutes les parties des États-Unis. Mais c'est clair qu'il y a une espèce de pouvoir américain brutal potentiellement, qui s'exprime. Et le reste de la planète regarde ça en se disant, où est-ce qu'on s'en va? On ne le savent pas. Il faut en tenir compte. Puis aussi, le point qui me frappe, moi, c'est que les Américains n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient à un moment donné. C'est plus le gendarme de la planète. Là. Ils ne peuvent pas tout régler. Mais tu vois que ça reste la superpuissance. Moi, ça me fascine à quel point ça reste le pouvoir dominant dont il faut que tout le monde tienne compte. Donc, ce qu'on doit espérer, c'est que... J'ai l'impression que... Ben peut-être là, il y a cette impression-là qui revient avec le retour de Trump, mais avec Biden, j'ai pas l'impression qu'il se faisait tant respecter que ça. Tu sais, autant, tu sais, Netanyahou, tu sais, Biden, il avait essayé de faire comme, hey, on va t'enlever les armes si t'arrêtais pas avec vos missiles, puis s'en est calissé, ben ils ont continué pareil, tu sais, puis même, tu sais, sur l'Ukraine, tu sais, le conflit qu'il y avait là, il n'y a pas eu tant d'influence que ça. Je parlais sur le plan interne, moi, tout à l'heure. Je parlais sur le plan interne américain, sur le plan économique, entre autres. Je trouve qu'il n'a pas été si négatif. Sur le plan international, il a manœuvré, mais c'est vrai qu'il n'a pas réglé la guerre en Ukraine. Prends, par exemple, on ne sait pas ce que ça va donner, là, mais actuellement, le message de Trump à ce qui a trait à l'Ukraine, c'est qu'il faut que ça finisse. Il faut que ça arrête. C'est bon, ça. Bon, mais à quelles conditions ça doit finir? Est-ce qu'il va totalement laisser tomber l'Ukraine puis il va se coucher devant Poutine? Bon, j'espère que non, je ne sais pas si tu comprends, mais qu'il veuille arrêter ça, ça n'a pas d'allure, cette guerre-là. C'est vrai, faut que ça arrête, c'est fou. Puis pour les Européens, c'est quand même dramatique. L'Europe, là-dedans, est complètement baisée. Moi, ils n'ont pas de pouvoir comme tel. Aussi, Trump à l'égard de la Chine... Non, Trump, il n'est pas juste négatif sur le plan international, mais je me répète, il y a un potentiel dangereux. Puis, maintenant, c'est ça, si on peut l'expliquer, y a-tu d'autres points aussi qu'on peut expliquer la victoire de Trump? Tu sais, tu as parlé des points de vue économiques, puis même cette année du wokisme aussi. Ben moi, il y a quelque chose que je comprends pas en entier. Je pense que c'est américain. Okay, je pense qu'il y a l'identité américaine. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que j'analyse, que je comprends, mais quelque part... Trump, à certains niveaux, c'était comme du délire, ses déclarations. Puis tu comprends-tu, ça va loin, là. Tu sais ce qu'il a dit sur le Groenland, là? En disant, le Groenland, là, c'est nous autres, là, on va le prendre. Tu dis, un gars comme ça, normalement, il n'est pas élu.
Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je prétends pas pouvoir expliquer totalement Trump. Et c'est ce qui est intéressant en même temps. C'est la vie. Autrement dit, c'est la vie. Moi, je m'intéresse beaucoup à la vie, au rapport. La politique, pour moi, c'est l'encadrement de la loi de la jungle. C'est la gestion des rapports de force. Je suis pas très moralisateur, moi, en politique, puis je suis pas tellement politiquement correct. Donc, c'est un phénomène intéressant, c'est un pouvoir brut. C'est le pouvoir américain. Moi, on peut voir ça comme, il y a une espèce de, je dirais pas de décadence américaine, mais quasiment, là, une régression américaine, une espèce de sursaut américain. Un pouvoir américain brut qui s'affirme en disant, wow, là. On est là, encore. Bon, mais comme je te dis, je l'ai dit 5-6 fois, faut pas être naïf, là, je sais pas ce qu'il veut dire. Puis il y a Elon Musk. Moi, Elon Musk, ces temps-ci, je m'intéresse à Elon Musk. Parce que je fais la distinction entre les deux. Dans mes analyses, je me dis, Elon Musk, il décolle trop. Ça, là-dessus, Elon Musk, je suis beaucoup plus critique. Je trouve que c'est exagéré. Je trouve que là, c'est... D'abord, il était... C'est quoi ton opinion, sur... Elon Musk, c'est un génie, manifestement. Quand on dit que les génies prennent de la folie, il y a du vrai là-dedans. Il n'y a pas d'expérience politique. Ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus Trump. Il était pour les démocrates il y a 6 mois, 1 an. Je sais pas ce qu'on comprend. Bon. Là, il est décollé, il est tout content. Il multiplie, en fait, les déclarations internationales insultantes pour tout le monde. Puis on a vraiment l'impression qu'il est dans un fantasme de toute puissance. Comme tel. Et c'est l'homme le plus riche de la planète. C'est ça. Non, mais sauf que la politique puis l'argent, c'est pas tout à fait pareil. Trump joint les deux. Et dans ce sens-là, Elon Musk, moi, je trouve qu'il est un peu inquiétant. Et on le dit souvent, mais j'ai pas l'impression que ça va durer éternellement, le duo Elon Musk-Trump. En même temps, c'est pas évident de s'en débarrasser parce que, comme tu le dis, c'est l'homme le plus puissant de la planète, il a un certain pouvoir. Mais moi, Elon Musk, je trouve autrement dit que Trump, comparé à Elon Musk, des fois, il est raisonnable. Trump, il est plus... il est blindé. Il est plus vieux. Il est plus vieux. T'es un vieux, Trump. Hein? Plus de sagesse. Ben, écoute, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis. Trump, c'est un vieux de la vieille, là. Ça fait longtemps qu'il est là aux États-Unis. Puis c'est son dernier tour de piste. Et puis il ne sera pas réélu. Puis il y a quelque chose à donner. Alors qu'Elon Musk, on dirait, quand je le regarde aller, qui est complètement out of control. Puis tu dis, là, il y a un mandat sur la déréglementation aux États-Unis, puis le secteur public, là, amincir beaucoup le secteur public. Mais tu te dis, où est-ce qu'il va trouver le temps pour s'occuper de ça? On a l'impression qu'il passe sa vie à tweeter et à faire des déclarations. Alors, on dirait qu'il est décollé. Il est tellement décollé. Puis de dire, entre toi puis moi, de dire le chancelier allemand, c'est un fou. Ben là, je trouve que ça fait plus... Elon Musk est un fou de dire ça. Mais en même temps... C'est peut-être ancien, là, mais à quoi ça sert de dire ça? En même temps, tu sais, il n'y a pas la même responsabilité qu'un leader politique, mais par exemple, quand il s'est exprimé sur Justin Trudeau, sacrément, il y a peut-être la moitié des Canadiens, c'est pas plus, qui pensaient exactement qu'est-ce qu'il a écrit dans ses tweets. Non, mais sauf qu'il a commencé à parler de Justin Trudeau au féminin, là, en disant... ça, je le savais pas. Non, en voulant dire, ma belle, fais-toi-en pas, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'excès, dans l'exagération. Et pour revenir à tes questions de base, là, c'est qu'au fil d'arrivée, c'est bien beau les effets de manche, puis le show business, puis que bon, mais qu'est-ce qui va rester de ça? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la planète, aux États-Unis tout d'abord, à la planète de plus positif que négatif? Est-ce que ça va être plus négatif que positif? Tu sais, dans l'histoire du monde est faite de tragédies. Hein? Tu sais, il y a eu Staline, il y a eu Hitler, il y a eu Mao. Bon, donc moi, c'est un peu ça. On n'est pas rendu là, mais il reste que ça va être quoi leur bilan réel? Parce que, tu sais, de dire le golfe du Mexique, on débaptise ça pour appeler ça le golfe de l'Amérique. Mais tu vois le côté nationaliste américain. Tu vois à quel point pour eux, là, c'est quand même ça la base. Make America Great Again. Là. Autrement dit, puis j'essaie de répondre à ta question de départ, je pense qu'il y a un côté nationaliste. C'est un nationaliste américain. C'est ça la base. C'est pour ça qu'il a été élu. C'est qu'il a touché quelque chose de profond dans l'identité américaine en disant là, faut revenir comme on était. Là, on est en régression, on est en décadence, et puis il faut s'affirmer plus. Donc, dans ce sens-là, il y a une réaction nationaliste américaine. Donc, c'est lié, si tu veux, à un pays qui est en déclin quelque part. Mais on dirait aussi que tous les pays occidentaux sont ils ont tous pas mal les mêmes problèmes, tu sais, puis c'est toutes les mêmes solutions qu'ils proposent, puis ils ont tous un besoin aussi de se réaffirmer leur identité. Mais t'as raison, l'Occident est en régression. Dans le livre que j'ai publié l'année passée, là, Plus que jamais la liberté, j'attirais vraiment l'attention là-dessus, c'est que nos sociétés, parce qu'on est des Occidentaux, on a dominé le monde beaucoup.
et on est en régression beaucoup. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais même avant la Deuxième Guerre mondiale, avec les empires coloniaux, ça fait 300 ans, en fait. Ça fait 300 ans que l'Europe et le bébé nord-américain, c'était les leaders du monde. Moi, quand j'étais jeune, on était au Saguenay, écoute, on se disait, ceux qui s'en sortent, c'est les Américains. Nous, au Canada, on est fiers d'avoir le deuxième niveau le plus élevé au monde. Puis en Europe, les Européens de l'Ouest, le reste de la planète nous faisait bien pitié. Puis on n'avait pas l'impression qu'ils pourraient s'en sortir. Mais donc, on avait l'impression qu'on avait trouvé la recette. Bon, c'est plus comme ça, là, parce que non seulement les démocraties occidentales sont en régression, mais la démocratie est en régression. Et la liberté est menacée. Et moi, je suis tellement content du titre de mon livre de l'année passée, Plus que jamais la liberté, parce que quand je l'ai choisi, il y avait un tas de raisons, puis, mais depuis que le livre a été publié, il y a tellement d'éléments qui montrent que c'est vrai que la liberté est menacée. Prends la Chine, la révolution technologique. La révolution technologique, là, c'est très liberticide. Ça donne les moyens de contrôler des individus, les comportements, les opinions, de façon effrayante. Tu sais, les Chinois, là, tu sais, quand ils ont fermé Shanghai, là, qui je sais pas, c'est 10-12 millions d'habitants là, pendant des semaines. Donc, ce dont on est porteur, nous, tu sais, ton podcast, tout ça, c'est menacé quelque part à terre. Je suis pas sûr que la Chine, c'était peurant. C'était peurant, le modèle chinois, parce qu'ils sont forts quelque part. Mais qu'est-ce que... Attends, parce que tu as dit deux affaires, tu sais, le podcast, est-ce que tu dis que c'est menace... C'est-à-dire que la liberté d'expression, on dit ce qu'on pense. Ça me semble que c'est un plus, le podcast, parce que... Non, quand c'est menacé, ce que je veux dire, le podcast, c'est que tu puisses avoir un podcast, me recevoir, qu'on parle une heure. C'est ça que je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que on est chanceux d'avoir ça. Moi, je donne mon opinion. Je donne mon opinion. Je fais le panel de Patrice Roy, je fais Dominique Moret. Mais ça, là, sur la planète, il y a de moins en moins de sociétés qui tolèrent ça. Mm-hmm. C'est de plus en plus des dictatures, des régimes autoritaires. Puis en plus, la technologie est là-dedans. Moi, c'est ça, comme maintenant, tu sais, le code social en Chine, tu sais, je pense que c'est un peu ça. Les gens sont notés, puis que selon leur comportement. Puis c'était peurant. C'était angoissant. C'était un épisode de Black Mirror, là, avec des caméras partout, de la reconnaissance faciale, ton code. Puis ça s'en vient ici aussi, parce que veut pas, la révolution technologique, puis Elon Musk, jusqu'à son pas représente ça, personne n'a le contrôle là-dessus. Mais lui, c'est un libertarien, par exemple. Elon oui, Musk. c'est un libertarien. C'est vrai que c'est un libertarien. Puis moi, le libertarien, moi, je suis pas libertarien parce que je suis pour une modération, mais je suis pas choqué par les libertariens. Je comprends qu'il y a des libertariens parce que l'État est devenu tellement omniprésent, les réglementations sont partout. Je peux comprendre ce rôle. Il en faut pour faire une compensation. Une compensation. Mais moi, vraiment, ma boussole, c'est une certaine modération, une certaine mesure. Donc, c'est ce que j'essaie de dire à mon Donald Trump préféré, un peu plus de mesure. Mais m'écoute pas tout le temps. Non, mais plus sérieusement, la révolution numérique est très liberticide, c'est sûr. Ça permet de contrôler tout le monde. De toute façon, l'exemple que je donne tout le temps, quand tu appelles pour rejoindre une grosse entreprise, il faut que tu payes sur 1, sur 2, il faut que tu aies des codes, il faut que tu passes par où le système a décidé que tu passerais. Sinon, ça ne marche pas, tu es bloqué. Si tu n'as pas le bon code, tu es bloqué. Puis quand tu parles à un être humain, à un moment donné, au téléphone, là, parce que tu as voulu appeler, je ne sais pas trop, Vidéotron, tu es content de parler à un être humain. Parce que là, il peut régler tes problèmes. Mais de plus en plus, on est quand même soumis à des systèmes, l'intelligence artificielle. Alors que c'est une tendance lourde, c'est très profond. Puis c'est liberticide, ça, parce que ça nous contrôle. On n'a pas le choix que de se conformer. C'est le début, c'est le pied dans l'engrenage. C'est ça. Moi, je suis un gars positif, fondamentalement positif, mais je suis un gars pessimiste, parce que je prétends que tout est trop jeune pour être là-dedans, mais ça finit mal la vie. Donc, c'est bien beau, là. À un moment donné, la fin n'est pas rigolote. Et moi, je crains vraiment, j'espère me tromper, mais je pense qu'il va y avoir une grosse guerre. Je pense qu'on est entré dans une ère de tourmente, là. Parce qu'il n'y a plus de gendarmes américains comme tels. Les États-Unis sont encore puissants, mais ils ne contrôlent pas tout. Tu l'as montré d'un tas de nations antagonistes, très imbus de leur identité, puis qui peuvent être très agressives. Tu as la révolution technologique. C'est sûr que dans ce contexte-là, le phénomène Trump, j'espère qu'il va se contrôler un peu ou qu'il est bon. J'espère que tu comprends. Ça pourrait être une guerre de celui qui pisse le plus loin. Oui, exactement. Et ça va être intéressant de voir avec Poutine comment il va régler ça. On va y revenir à ça, mais tout à l'heure, tu as dit de quoi aussi qui m'a marqué, que ça m'a fait penser à de quoi. Est-ce que les démocrates, ils vont devoir faire un examen de conscience avec la raclée qu'ils viennent de manger aux dernières élections? Ben oui, parce qu'ils l'ont vraiment raté.
Et puis Kamala Harris, lorsqu'elle a été choisie, dans un premier temps, il y a eu un petit enthousiasme pour elle. Les gens avaient l'impression qu'elle avait des chances d'être élue. Puis elle l'a raté. Elle l'a fondamentalement raté. Mais c'est plus qu'un examen de conscience. C'est un tremblement de terre, Trump. Ça les ébranle fondamentalement. Il ne faut pas qu'ils reviennent avec la même chose. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident pour eux, les démocrates. Ils sont en attente. Et, évidemment, Trump va faire des erreurs. Il va y avoir les élections à mi-mandat. Le contexte peut changer. Mais il y a une leçon à tirer. Moi, entre autres, en ce qui a trait à tout le dérapage wokiste, j'espère que ça, ils vont changer des choses là-dessus parce que ça marche pas. C'est décadent, en fait. C'est une décadence très claire des États-Unis puis de l'Occident. Mm-hmm. Quand c'est rendu qu'on perd contact avec le côté... Moi, je suis gay moi-même. J'ai animé une émission gay, la première en français dans le monde. D'ailleurs, j'en suis fier. En 80. Donc, j'ai rien contre les gays et les transgenres, tout ça. Mais il y a une espèce de délire, à un moment donné. Quand on n'est que deux sexes, là, quand ça marche pas, à un moment donné, là. C'est comme il y a un fantasme de toute puissance des gens qui perdent contact avec la nature animale. On est des animaux aussi, on n'est pas juste des purs esprits, là. Il y a des mâles et des femelles. Là, c'est comme ça, on est dans la toute-puissance, on peut tout décider. Moi, je suis sûr que je suis une femme, donc je suis une femme. Je dis que je suis une femme, je suis une femme. Il y a comme un côté... je me souviens, j'ai participé à une émission avec Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada, qui avait été un cauchemar, d'ailleurs. C'est un très mauvais souvenir. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un, c'était pour parler de mon livre, c'était la première émission que j'avais faite sur mon livre, et il y avait quelqu'un qui est Nicolas Titley, dont je me souviens, qui est quelqu'un d'assez sympathique. Et il me dit, écoute, j'ai lu votre livre, Frisson du Four, puis j'ai l'impression que vous trouvez qu'on pouvait être parfois trop ouvert. Puis il disait ça avec des grands jurons. Ben, j'ai dit, bien sûr qu'on peut être trop ouvert. Il y a une question de mesure, de modération. Ouais. Tu comprends? C'est comme l'ouverture, j'en suis. Mais à un moment donné, il y a des limites. Ouais. Moi, c'est ça la base de ma pensée, là, si je ne veux pas être prétentieux, c'est qu'il y a des limites. Et l'exemple toujours que je donne, c'est qu'il avait fait une expérience aux États-Unis, ça fait longtemps de ça, c'est toujours aux États-Unis qui font cette expérience-là, dans une cour d'école primaire. Ils avaient décidé, en accord avec les idéologies à la mode d'ouverture puis de liberté, de ne pas clôturer la cour d'école, de laisser les enfants jouer où ils voulaient, en définitive. Puis on réalisait que les enfants avaient tendance à jouer agglutinés un peu à la porte. Parce que, tu sais, s'il arrivait quelque chose, ils pouvaient rentrer. Si la porte était là. Ah ouais! Et ensuite, ils ont fait la même expérience en mettant une clôture. Et là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que les enfants avaient tendance à occuper le territoire délimité par la clôture, puis avec quelques petits délinquants qui sautaient la clôture. Ouais. Et ça, c'est une démonstration simple, mais éclatante du fait que des limites, ça amène à occuper un territoire plus grand. Ouais. Hein, on peut penser dans un premier temps qu'une limite, c'est négatif. Ouais. Mais l'être humain, c'est comme pour l'éducation des enfants, hein, le rôle des parents, c'est de mettre des limites. Mm-hmm. Alors, le problème, c'est que dans quoi, alors que moi, je dirais que, puis là, on revient à Trump, là, c'est que le problème de nos sociétés modernes, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de limites. Tu sais, le progressisme, l'ouverture, ça, il n'y a pas de limite. Le multiculturalisme canadien, on ne reconnaît pas qu'il y a une société d'accueil. Alors, c'est comme si c'était un terrain vague, le Québec et les c'est la doctrine de Trudeau. Là. C'est le post-nationalisme. Exactement. Là. Donc, c'est malsain et c'est extrémiste. Ouais. C'est pas modéré. D'ailleurs, on le voit dans le domaine de l'immigration, parce que là, il essaie de reculer comme tel. Là, mais c'est pas facile de mettre des limites parce que on est dans des sociétés où tu peux te faire accuser facilement d'être intolérant, d'être raciste, d'être fermé. Donc, le cas de Trump, évidemment, je veux dire, il représente le refus de ça, mais il n'est pas dans la modération jusqu'à nouvel ordre. On va voir. On verra. L'avenir. L'avenir, je ne sais pas. Peut-être qu'on se rencontrerait dans un mois, puis là, je serais très, très, très dur à l'égard de Trump, ou peut-être qu'il va m'étonner, je ne sais pas. Puis ça, j'aimerais qu'on parle aussi des médias. Quel rôle les médias ils ont joué là-dedans? Parce que eux autres aussi, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mal échappé. Ah oui, les médias mainstream, comme on dit. Ça. Parce que c'est vrai que dans les médias mainstream, il y a quand même certains débats d'idées. Il ne faut pas caricaturer, mais ils sont plus dans le système. Si tu veux. Alors que le paradoxe, c'est que sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est le Far West. Tu le sais, à un moment donné, là, ça peut déraper, les réseaux sociaux, la méchanceté, la vulgarité, le dérapage, alors que dans les médias plus dits officiels, il peut y avoir un côté conformiste aussi. Un côté... moi, je l'ai vu durant la pandémie.
Durant la pandémie, il faut dire que je vivais des circonstances un peu spéciales parce que j'avais perdu un conjoint dans mes bras d'une crise cardiaque fulgurante. Puis quand j'étais revenu, je niais pas la pandémie, mais par rapport à ce que j'avais vécu personnellement, là, je dramatisais pas à ce point-là. Et ça m'a frappé de voir le conformisme des médias québécois sur la pandémie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai défendu Radio X à Québec, parce que, en dépit, je sais pas que je cautionne tout ce qui était dit à Radio X, je l'écoutais pas vraiment, puis ils ont pu déraper, c'est pas ça le point. Mais à un moment donné, c'était le seul discours qui était différent. Ouais. Je sais pas ce qu'on va. Sinon, dès que quelqu'un... C'est ça, peu. exactement. Sinon, dès que quelqu'un critiquait, c'était un complotiste. Il était pas solidaire. Ouais. Et c'est allé Même loin. technique, c'est l'intimidation, dans le Exactement. fond. Comme le wokisme. Ouais. C'est la dérive de ça. T'as raison. Et à l'époque, moi, je me souviens, moi, je suis très québécois, mais ça me fait de la peine. Je me suis détaché un peu du Québec. Je suis à un moment donné, j'étais au Maroc, à Tanger, je me souviens, dans un petit hôtel en haut, puis je regardais les nouvelles du Québec, puis je me souviens d'avoir pensé, et qu'ils sont peureux. Ils sont bien peureux. C'était tout, on se rallie. Et une de mes conclusions dont je parle dans le livre, ça plaît pas à tout le monde, mais que une société qui valorise à ce point-là la sécurité au détriment de la liberté n'a pas ce qu'il faut pour devenir indépendant. Si tu veux être indépendant, il faut que tu prennes des risques un petit peu, là, quand même. Oui. Moi, j'ai rien contre ça, la souveraineté comme telle, mais tu peux pas valoriser le confort et la sécurité totalement puis vouloir l'indépendance. Ben, tu peux le dire, là, mais c'est pas vraiment sérieux, à mon sens. Donc, c'est ça mon point. Est-ce que tu as observé qu'il y a... Parce que, tu sais, il y en a bien qui disent ça, là, qu'il y a une montée de la droite tout partout dans le monde. Tu sais. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, écoute, faut se garder des généralisations trop caricaturales, mais je dirais qu'il y a un aspect vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Et c'est révélateur. En France, on le voit. Non, c'est vrai. En Allemagne, on le voit. En Grande-Bretagne, on le voit. En Grande-Bretagne, il y a quasiment une guerre civile. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les pouvoirs établis, les systèmes établis sont menacés, sont remis en question par des... Mais en même temps, moi, je prends l'exemple de la France, que je m'intéressais beaucoup à la France. La France, ça va pas bien ces temps-ci. Mais ils payent le prix d'une diabolisation très excessive du parti de droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'était exagéré. Vu cet été, ouais, c'était exagéré. C'est-à-dire que c'est pas Hitler, là, Marine Le Pen, c'était exagéré. Mais tu sais, les Français, ils sont beaucoup, c'est l'extrême droite, tout sauf l'extrême droite. Ben là, on voit le résultat. Tout sauf l'extrême droite. Le bon côté de Trump, je sais pas, là, ça peut avoir des mauvais côtés, mais il est au pouvoir. Il est élu démocratiquement, on va voir. Puis normalement, si ça marche pas, on va être capable de passer à autre chose. Encore que, des fois, tu te poses des questions quand même. Moi, Trump, j'ai une certaine humilité. Tu sais, tu te dis, c'est un phénomène en soi. Je vais le regarder aller avant de le critiquer. Avant de porter des jugements trop... par contre, il y a des gens qui sont négatifs, évidemment, parce que pour eux autres, c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue, je peux comprendre jusqu'à un certain point. Mais moi, je trouve pas que jusqu'à nouvel ordre, c'est l'horreur absolue. C'est Elon Musk que je trouve un peu... Ouais, tout qui te fait peur. Ben, je trouve que là, il veut aller sur Mars, mais là, il a décidé d'orbiter autour de Mars avant d'y aller sur Mars. Je trouve que c'est comme du délire, ces affaires. Je me dis, ben là, wow. Puis tu sais, c'est ça, moi je me disais aussi, tu sais, en quoi que c'est mal, est-ce qu'il y a une montée de la droite du moment que c'est qu'est-ce que le peuple le veut puis c'est élu démocratiquement. C'est vrai ce que tu dis là. C'est comme s'il disait que c'était pas correct, mais Chris, on a le droit, tout peuple a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut. Je te rejoins en bonne partie là-dessus. Il y a un côté exagéré. Il y a un côté diabolisation. Là, on se dit, nous, on n'est pas des Européens, mais en France, là, ils en sont pas revenus de la Deuxième Guerre mondiale, puis des années 30, puis d'Hitler, puis des collaborateurs, puis ça va revenir. Ils ont de la difficulté, en fait, à analyser les phénomènes tels qu'ils sont. T'sais, en voulant dire, Marine Le Pen n'est pas parfaite en tout, mais elle représente quelque chose de profond. Puis elle représente aussi un roll-ball du peuple. Il y a vraiment un décalage entre les élites puis le peuple. Ça, c'est très important, je trouve. C'est que le peuple, je dirais par instinct, quand on dit le peuple se trompe pas vrai. Des fois, le peuple peut se tromper aussi, mais il est porteur de quelque chose de profond, alors que les élites, bon chic, bon genre, dans nos sociétés, c'est clair qu'elles sont plus à gauche en général, et c'est elles qui sont menacées ces temps-ci. Il y a une espèce de bien-pensance de gauche qui est profondément menacée par tout ce qui arrive, et la tentation, évidemment, c'est de dire, c'est juste des fascistes, c'est des extrémistes, c'est des dangereux. C'est sûr que c'est tentant de se limiter à penser ça, mais moi, je préfère, jusqu'à nouvel ordre, voir Trump comme un phénomène historique. On verra.
Mais j'ai entendu, tu sais, des témoignages, justement, je me souviens plus c'était de où ça venait, mais il disait, en tout cas, en gros, que ça disait, c'est que, hey, je suis pas capable de payer mon épicerie, là. J'ai de la misère à y arriver. Penses-tu que je m'en calisse pas que tu me parles de 2 genres, là? J'en ai rien à chier de ça, moi, moi des... 2 genres, je comprends pas que c'est Non, 2. non, mais tu sais, des genres fluides, c'est sur un spec, pis tout ça. Je m'en calisse de parler de ça. Parle-moi d'économie, est-ce que... Mais c'est ça la base. Au départ, Trump, bon, ceux qui ont analysé sa victoire, bon, ils ont fait un lien avec le wokisme, mais surtout avec l'économie. C'est avec le fait que il y a une classe moyenne américaine qui a vu son niveau de vie beaucoup baisser. Il y a une grande frustration. Aussi, il faut comprendre que les Américains, c'est des Américains. Il y a une identité impériale. C'est pas comme des Québécois, là. C'est nous, on est mollassons, on est moutons. On est conquis. Et quand tu es Américain conquis, c'est ça. Quand on est Américain, il y a une fierté, puis de voir que tout en étant Américain, tu es le roi du monde, mais en même temps, tu n'es pas capable de payer ton épicerie. Dans ce sens-là, il y a un élément très nationaliste. Mm-hmm. Moi, je fais même une analogie avec l'islam. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup le Maroc, que j'adore, puis j'ai du respect pour l'islam. Mais l'islamisme, c'est très conquérant, c'est très militant. Là où c'est imposé. Là, non, c'est pas comme le christianisme. Le christianisme, c'est une vieille religion vermoulue qui menace personne, moi, je trouve. Là. Mais alors que l'islamisme, je fais la distinction entre les musulmans, le respectable, puis l'islamisme. L'islamisme, c'est conquérant, c'est militant. Parce qu'au fond, c'est une compensation de sociétés qui sont des sociétés de perdants sur le plan historique. Sur le plan historique, les sociétés musulmanes ont perdu. Ah, c'est plus l'Europe qui a gagné, c'est les chrétiens qui ont gagné. Et moi, ma thèse, remarque, c'est pas scientifique, c'est que l'espèce de côté volonté de puissance s'exprime dans l'islamisme. Tu comprends-tu? Dans la religion est devenue, pour certains, une espèce de véhicule de domination. On le voit en Europe. Donc, on est actuellement... Moi, je trouve que le côté rapport de force, loi de la jungle, est très, très fort dans le monde. C'est des combats. Il faut être fort. C'est des combats, là. C'est pas, on n'est pas dans la gentillesse, puis dans le, bon, on peut parler des droits, puis nous, on est sensibles, les Occidentaux, puis on est gâtés quelque part au niveau, mais la planète n'est pas là-dedans. Hein. Quand tu regardes la Chine, quand tu regardes l'Iran, l'Inde aussi, c'est plus rough. C'est plus rough. Donc, dans ce sens-là, c'est drôle, c'est ce que j'aime dans les podcasts comme celui que je fais avec toi, c'est que ça nous fait avancer intellectuellement, parce qu'on on réfléchit à voix haute. C'est ça. Donc, autrement dit, Trump, c'est un leader qui est adapté à ce monde rough-là. C'est ça que je dirais. Tu comprends-tu? Il est rough aussi, lui. C'est ça que je trouve. C'est drôle, tu me le fais, ça me semble évident. Là. C'est une réaction américaine, nationaliste, dans le monde d'aujourd'hui, de dire « Wow, on est là. C'est bien beau de se faire taper dessus, là, mais tu vois le genre. » C'est ça, tu as parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à la faire arrêter, la guerre? J'espère qu'il va réussir, parce que l'Ukraine, ça me fait de la peine pour eux autres, parce que l'Ukraine, c'est à la jonction de 2 mondes, de la Russie, puis du monde occidental. Puis moi, j'avais écrit là-dessus dans mon livre, d'ailleurs, en 2015, là, avant le deuxième conflit, disant que l'Ukraine est condamnée à être entre les deux. Si elle se rapproche trop de la Russie, elle perd la liberté. Si elle se rapproche trop du monde occidental, elle se fait menacer par la Russie. Parce que l'Ukraine, c'est un pays, pas comme les autres, là. La principale langue parlée à Kiev, c'est le russe. C'est vraiment la zone d'influence russe immédiate. C'est pas juste l'Est qui est de même, dans le Donbass? Puis... Non. À Kiev, même, là, actuellement, je suis sûr que le russe doit être moins parlé parce que c'est plus mal vu. Ouais. Mais quand tu regardes l'histoire de la Russie, l'Ukraine est très, très, très près de la Russie, puis il y a eu des empires. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que au fond, les Occidentaux n'ont pas été réalistes à l'égard de l'Ukraine. Ils n'ont pas envoyé les bons messages à l'Ukraine. À un moment donné, ils ont trop laissé l'Ukraine rêver. Puis je les comprends, les Ukrainiens, je mets à leur place, là, rêver à la liberté, puis à l'Occident, puis à tout ça. Puis ils ont amené trop à s'éloigner de la Russie de façon dangereuse, parce qu'il fallait qu'ils soient entre les deux. Il fallait qu'ils maintiennent... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, parce que là, actuellement, le problème, c'est que pour Poutine, la Russie, l'Ukraine, ça n'existe pas. C'est un pays artificiel. Il est rough, Poutine. Pour lui, l'Ukraine, là, ça fait partie de la zone d'influence russe. Donc, il passe encore à l'URSS. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, l'histoire, c'est très important. Les pays sont comme dépendants de leurs origines et de leur histoire. C'était très naïf
lorsque l'URSS s'est effondrée, donc la Russie s'est effondrée, il y a eu une arrogance occidentale et américaine disant, bon, ben là, ça devient un petit pays comme les autres, on a gagné. C'est un empire depuis des siècles. Tu penses-tu que dans l'identité des Russes, là, qui abandonnaient ça, quand tu es russe, tu as une identité impériale, tu as eu Catherine II de Russie, tu as eu Pierre le Grand, c'est un tsar, Poutine, quelque part. Donc, lui, il arrive, puis ce qu'il veut, c'est ressusciter un peu l'URSS. La rendre fière. Et dans ce sens-là, moi, ce que j'ai découvert depuis quelque temps, c'est que je le savais, mais là, je le sais plus, c'est que les Russes, c'est une autre gang. Moi, je pensais que les Russes, c'était plus comme nous autres. Tu sais, quand Poutine a envahi l'Ukraine, là, on avait l'impression à l'époque qu'il serait désavoué par les Russes. Tu comprends ça? En voulant dire que c'est un espèce de gars sanguinaire, puis autoritaire, puis bon, tortionnaire, méchant, maison. Mais les Russes, c'est pas une démocratie comme ici, mais ils semblent avoir l'appui de beaucoup de Russes, parce qu'ils représentent le nationalisme russe, l'impérialisme ça revient encore à ça. Ça revient à ça. Et on est là-dedans ces temps-ci, c'est-à-dire qu'on est comme ça quand on parle de la Chine puis Taïwan. Quand on parle de l'Iran, quand on parle de la Turquie, quand on parle des anciens empires. C'est un autre monde, là. Donc, tu comprends, les démocraties libérales comme nous autres, puis le Canada surtout, puis le Québec surtout, on n'est pas beaucoup là-dedans. Hein. Nous, on est le Québec, dans ce sens-là, c'est très protégé. C'est le paradoxe. Les Québécois ont peur de disparaître comme peuple francophone, puis je les comprends, il y a un vrai danger. Mais en même temps, c'est un petit paradis, le Québec. Tu sais, on est au nord de l'Amérique. Ouais. Je voyais l'autre jour, j'ai mis ça sur ma page Facebook, là. Il y a eu un gros débat sur la fin des Cherry Blossom. Tu sais, les tablettes de chocolat. Puis je me disais, j'ai dit ça à Dominique Morin, je dis, il faut quand même être une société privilégiée pour se permettre un débat sur la fin des Cherry Blossom. Ouais. Ça, on en revient avec le conflit Ukraine-Russie. C'est ça. Est-ce que tu crois que ça aurait pu être évité, cette guerre-là? Ben, écoutez, c'est toujours facile de décider après. C'est sûr que quand l'URSS s'est effondrée, au début, Poutine était quand même ouvert à l'Occident. Je pense que si on avait manifesté à l'égard de la Russie plus de réalisme, plus de respect, si, mettons, les messages envoyés aux Ukrainiens auraient été un message, écoutez, là, contrôlez-vous, là, vous êtes dans une situation difficile, vous n'êtes pas comme la France, vous n'êtes pas comme l'Allemagne, là, vous êtes un pays spécial. Peut-être, mais en même temps, je sais pas, là, Poutine, c'est quand même un impérialiste très profond. Mais au départ, quand Poutine est arrivé, il y a eu quand même des gestes en faveur de l'Occident. Des mains tendues à l'Occident, puis il y a une arrogance américaine très, très claire. Tu sais, ça a comme commencé un peu en 2004, quand l'OTAN a décidé de prendre plein de pays en même temps. Exactement, c'est qu'on a pas... C'est là qu'il y a eu peur de « Hey man, je vous laisserai pas, vous êtes... » T'as raison. M'encercler de même. T'as raison. Autrement dit, on n'était pas dans la vraie politique historique de zone d'influence. C'est des points d'attraction. C'est que la Russie, c'est pas un petit pays ordinaire, c'est un empire. Puis l'Ukraine, c'est juste à côté. Puis c'est russe en partie. Les gens... Zelensky, c'est un russophone au départ. Il ne faut pas parler sa langue de base. Zelensky, donc, et de vouloir que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, c'était aberrant. C'était menaçant pour la Russie. Je veux pas défendre la Russie. Ils ont quand même envahi une nation démocratique. Tout ça. Mais... Je comprends les Ukrainiens, mais dans ce sens-là, on leur a pas envoyé les bons messages. Il y a une espèce de... Tu sais, en Europe, là, les Européens, ils sont pas réalistes. Ils sont vraiment pas réalistes. Ils sont juste dans la gentillesse, puis les droits, puis c'est pas un hasard si plus personne s'occupe de l'Europe quelque part sur le plan géopolitique. Ils n'ont pas d'armée, ils sont divisés. Puis dans ce sens-là, le conflit ukrainien, c'est un conflit en Europe. Ça va mal pour les Européens. Donc, pour répondre à ta question, c'est dommage qu'on n'ait pas envoyé un message aux Ukrainiens, non pas de se coucher totalement devant la Russie, c'est pas ça que je dis, là, mais simplement de tenir compte de leur... Tu peux pas gagner si tu ne tiens pas compte de ta situation géopolitique. Napoléon disait tout État a la politique de sa géographie. Tout État a la politique de sa géographie. Regarde une carte, là. L'Ukraine est collée à la Russie. Historiquement, quiconque connaît l'histoire sait à quel point l'Ukraine, ça a été... Puis c'est comme la sœur martyrisée de la Russie, c'est terrible à dire. C'est une nation sœur. Mais la Russie a toujours été rough avec l'Ukraine. Ceux qui connaissent l'histoire savent que dans les années 30, Staline, c'était épouvantable ce qu'il a fait aux Ukrainiens. À quel point il a fait mourir des millions de paysans pour rien. Mais le destin de l'Ukraine, c'est de tenir compte de ça. Donc, de penser que là, on devient européen, puis on joue à l'Union européenne, puis c'était pas réaliste, surtout quand tu as quelqu'un comme Poutine en face de toi. Parce qu'un autre élément actuellement sur la planète qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de leaders fonctionnels occidentaux, beaucoup face à Poutine. Poutine, on peut ne pas l'aimer, c'est un rough, mais il est fort.
il est fort. En face, t'as pas grand monde. Est-ce que Trump va être à la hauteur de Poutine? Ça, c'est une grosse question, ça. Parce qu'il y a des gens qui disent Trump il est comme impressionné par Poutine. Puis aussi, Trump est très, très isolationniste. Ça l'intéresse pas, la guerre en Ukraine. Il devrait régler ça au plus sacrant. Est-ce qu'il va trop céder à Poutine? Ouais, mais en même temps, il y a plein de milliards là-dedans. C'est une guerre à crédit. Là, ouais, je sais, mais le danger, c'est que si c'est trop à Poutine, si se couche tout devant Poutine, au-delà du fait que ça va choquer des gens, là, c'est que le message qui va être envoyé à la Chine, là, c'est ça. Hein, pour Taïwan, là. Ouais, parce que ça fait partie de mes questions, justement. Tu sais, qu'est-ce que ça laisse comme... qu'est-ce que ça va laisser comme marque, ça? T'sais. C'est ça. Autrement dit, il faut que l'Ukraine, ça se règle bien, que ça soit pas juste une abdication devant Poutine, parce que non seulement ça va être humiliant pour les États-Unis puis pour les Occidentaux, puis sur le plan humain aussi, on va trouver ça triste, parce que je pense que moi, j'ai de la sympathie pour Zelensky, tout ça, mais le message qui va être envoyé avec la Chine va être dévastateur. Ça veut dire que c'est payant d'envahir. C'est payant d'envahir. Parce que Taïwan, là, c'est un peu une dynamique qui ressemble, là. Mais qui va être beaucoup plus compliqué vu sa situation géographique. Là, ouais, c'est ça, peut-être, mais c'est loin. C'est-à-dire que là, l'Ukraine, à tout le moins, les pays européens se sont portés à sa défense. Bon, ça défend. Ils ont beaucoup parlé, les Européens, mais ils n'ont pas fait grand-chose, moi, je trouve. C'est quand même les États-Unis qui ont en pratique, là, qui ont appuyé l'Ukraine. Tu as parlé justement ça, des superpuissances, puis de qu'est-ce qu'on voit justement, ils cherchent à établir de plus en plus d'influence, de se mettre sur le plan international. Ouais. T'as-tu remarqué ça, toi aussi, comme mettons, avec l'Inde, la Chine? C'est le retour des empires, en fait. Ouais. C'est vraiment le retour des phénomènes impériaux. Donc, ça touche la Turquie, la Chine. Je suis certain de pas l'Iran, même si l'Iran, ils sont beaucoup en danger actuellement. Le régime peut s'effondrer. Poutine, c'est un autre exemple. Les États-Unis, c'est un autre exemple. Donc, on est dans les rapports de force, le retour des phénomènes impériaux. Et puis, c'est révélateur que Poutine, lui, il veut pas... il se considère pas comme... non, pas les États-Unis comme le gendarme de la planète, là. Lui, c'est l'isolationniste, au fond. Il veut se concentrer sur les États-Unis comme tel, puis il veut que les États-Unis s'impliquent le moins possible dans ce qui se passe dans le reste de la planète. Donc, c'est une vieille tradition, ça, aux États-Unis, hein. On se concentre sur ce qu'on est. Donc, les conflits actuels, ça l'embarrasse. Pas au Moyen-Orient. Il veut se débarrasser de ça au plus sacrant, en fait. Est-ce que tu trouves que c'est le symptôme peut-être d'une nouvelle guerre froide qui pourrait arriver? En plus qu'une guerre froide. C'est-à-dire que tu sais, la guerre froide, au fond, les règles étaient claires. C'était froid, hein? C'était une guerre, mais c'était froid. Il y avait pas de conflit avéré. Les règles étaient claires. Hein? Si t'étais du bon bord, c'était merveilleux. Si t'étais, mettons, en Pologne, ben, tu vivais sous le joug communiste. Puis il y avait quand même le danger nucléaire qui faisait que... la baie des cochons. Donc, dans la mesure où on peut prévoir, je prévois quelque chose de beaucoup plus dramatique que ça. Moi, l'exemple qui me vient en tête, puis tu vas trouver que je suis mélodramatique, mais il faut dire ce qu'on pense quelque part, c'est que j'avais lu un livre de Margaret Macmillan qui m'avait beaucoup influencé sur la situation en Europe avant la Première Guerre mondiale. Elle disait qu'elle rappelait à quel point ils étaient optimistes à l'époque, parce que on croyait en la science faisait des gros progrès, il y avait des échanges économiques très importants entre les pays, comme la France, l'Allemagne, tout ça. Et quand il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la plupart des gens avaient l'impression que ça ne durait pas longtemps. Mais ce qu'ils réalisaient pas, c'est que les progrès de la science qu'ils fêtaient, appliqués à une guerre, ça ferait de la Première Guerre mondiale quelque chose de beaucoup plus terrible que tout ce qui avait arrivé avant. Moi, c'est ce que je crée actuellement. C'est que la révolution informatique qui est magique, c'est à quel point ça nous permet de faire des choses instantanément, applique ça à un conflit militaire. Ben, on le voit, là, en Ukraine avec les drones, tu sais. Oui, mais c'est 300 piastres avec non, je sais. une ça a compté, ou même tu as vu explosive, Netanyahou, là, au Liban, là, quand il y a eu les appareils de téléphone qui ont explosé. Ouais. Mais même une vraie guerre, là. Ouais. Tu as des esprits malfaisants, hein, ce qui peut être très créateur, là. Ouais. Applique ça à une guerre, ça préfère un conflit terrible. Puis au Québec, on serait moins protégé qu'avant, parce que traditionnellement, on est au nord de l'Amérique, donc on est protégé par la géographie. Tu sais, veux pas, il n'y a pas eu de guerre ici depuis la rébellion des Patriotes, non, en 1832. Mais là, actuellement, il suffirait de paralyser les systèmes informatiques pendant une semaine, que tu peux pas payer, tu peux pas sortir d'argent de là-bas. Bon, je sais que ça fait mélodramatique, mon affaire, mais moi,
Moi, j'ai non, peur mais de... ça commence tout le temps de même. C'est tout le temps un shutdown des systèmes informatiques. Je pense que c'est même en Ukraine, c'est arrivé, ça. Donc, tu vois, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu peux paralyser une société vite parce qu'on est tous dépendants de ça. Tu peux plus payer, tu peux plus sortir de l'argent. Moi, j'espère que je suis trop pessimiste, mais je crains ça, moi. Je crains un grand bouleversement, puis là, ensuite, le système se replacerait. Mais quand tu regardes l'histoire de l'humanité, à intervalles plus ou moins réguliers, tu as des gros conflits. C'est le même que ça marche. C'était des gros... pour purger le système. Jamais j'essaie de voir ça de façon frette, là, pour purger le système. Mais c'est pas rigolo, là, j'en suis conscient, puis j'espère que je dramatise. Mm-hmm. Non, mais t'es pas le premier qui en parle, tu sais, de personnes sérieuses, professionnelles, qui analysent ça, c'est sa job. Tu dis, c'est parce que là, tu vois, il y a un tas de conflits, excuse-moi, qui apparaît, puis ça se règle pas. Les conflits pourrissent. Puis il y a des rivalités. Donc, à un moment donné, il suffit... personne ne veut la guerre, au fond. Mais, tu sais, même si personne ne veut la guerre, la Première Guerre mondiale, personne ne la voulait. Sauf qu'à un moment donné, il peut y avoir un incident quelque part, quelque chose qui dérape, puis tout à coup, ça changeait. Les États-Unis, ça a été Pearl Harbor. Mais Pearl Harbor, c'était plus classique. Tu sais, ils ont été attaqués. Moi, ce que je prévois, c'est pas quelque chose de même. Quelque chose qu'on prévoit pas, là. Quelque chose qui va arriver, tout à coup, tu vas dire, mais comment c'est qu'on s'énerve comme ça monte. Puis il y a tout le Moyen-Orient dont on parle pas, Israël, puis les Palestiniens, tout ça. Donc, ça, c'est quand même un peu... mais là, je suis trop pessimiste, je suis trop mélodramatique. Là, je veux pas faire un podcast juste comme ça. Ma blonde, elle est extrêmement cynique, là, fait qu'inquiète-toi pas. j'ai pire à la maison. Là. Tiens. Comment tu vois le débat gauche-droite aujourd'hui? T'sais, est-ce que c'est toujours pertinent, la gauche et la droite? Ou ça a plus rapport, ça? Ben, je dirais qu'au départ, je trouve ça pertinent parce que c'est nécessaire. La gauche, je dirais que c'est des gens qui mettent plus l'accent sur l'égalité. La droite, c'est des gens qui mettent plus l'accent sur la liberté. Puis il faut les deux. Dans une société, je trouve, il faut que tu aies un équilibre. Moi, je suis quelqu'un d'équilibré. C'est chacun à sa place, parce que c'est beau l'égalité, mais à un moment donné, l'égalité poussée à bout, ça devient de l'uniformité, puis ça correspond pas à la vie. Tu sais, moi, je crois à l'égalité des chances, mais les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui ont plus de talent, des gens qui travaillent plus. Puis quand c'est juste l'égalité, ça devient très liberticide. Par contre, être juste dans la liberté, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont moins armés dans la vie, là, puis qu'il faut que tu t'en occupes, là, etc. Donc, je crois vraiment qu'il y a une place pour les deux. Le problème actuellement, c'est l'extrémisme. Le fanatisme. C'est que, moi, le tournant là-dedans, quand il y avait eu, t'es trop jeune pour t'en souvenir, toi, probablement, mais la guerre en Irak, l'invasion. Mais non, j'étais là, moi. Non, mais quand George Bush, tu sais, là, avait lancé les États-Unis et l'Angleterre dans cette folie furieuse-là, ça, c'est une folie, la guerre en Irak. Ça a créé beaucoup de mal après l'État islamique, le terrorisme. Bon. Puis il avait dit, c'est la lutte entre le bien et le mal. Il avait dit, c'est la lutte. Et ça a été un tournant. Parce que quand tu crois, comme moi, qui suis un conservateur à la démocratie, c'est pas la lutte entre le bien et le mal. Ton adversaire en face qui est détenteur d'une partie de la vérité. T'as pas toute la vérité. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'alternance. Moi, je suis un conservateur britannique dans ma tête, quelque part. J'ai défendu le mode de scrutin actuel parce qu'il est très imparfait, le mode de scrutin actuel. Il est injuste à certains niveaux, mais il sauvegarde l'essentiel, l'alternance. Quand tu n'aimes pas un gouvernement, tu peux le sacrer dehors. On le voit là au Québec. Là. Tu sais, le Legault, il y a une usure, il va peut-être se faire mettre dehors. Alors que dans beaucoup de dictatures dans le monde, des dictatures vermoulues, autoritaire, tortionnaire, inhumain, t'es pas capable de les mettre dehors, t'es pogné avec eux. Et dans ce sens-là, je crois que c'est important de penser que les gens, t'as des opinions, t'as des convictions, mais t'es pas détenteur de toute la vérité. Il y a personne qui est détenteur de ton adversaire. Une des choses que j'admire, moi, dans le système politique britannique, c'est qu'on a donné à l'opposition le titre d'opposition officielle. Hein? L'opposition dans des pays plus barbares, c'est les gens à abattre. Les gens à tuer, les gens à torturer. Dans un système britannique comme le nôtre au Québec, parce qu'on a un système britannique, moi, que je défends, c'est que l'opposition officielle, c'est un gouvernement d'attente. On admet qu'à un moment donné, ils vont prendre le pouvoir. Donc, on s'éloigne de ça. Aux États-Unis, regarde, aux États-Unis, là, c'est rendu quasiment une guerre civile au niveau idéologique. Tu sais, ils saillissent. Donc, pour répondre à ta question, la gauche et la droite ont leur place, mais pas le type de gauche et de droite
extrémistes qui est en ce moment. Là, ça devient très malsain parce qu'on a des détenteurs de la vérité, puis on les haït en face. Puis tu comprends ça, on est rendu loin, là. Ben, c'est parce qu'ils se parlent pas, tu sais. Puis tout le monde est dans sa bulle. Exactement. Tu sais, puis là, il y a de plus en plus les affaires de on parle pas à eux. Eux autres, c'est des controversés. On peut pas les inviter dans un podcast. Par exemple, on en parlait tout à l'heure hors d'onde. Moi, j'ai une chronique avec Dominique Morin à Radio X à Québec parce que je suis très reconnaissant, en fait, à la Radio populaire de Québec de m'avoir si bien accueilli quand j'ai fait la promotion de mon livre l'année passée. Puis moi, le mépris, c'est pas ma tasse de thé. Mais tu sais à quel point ça peut être très méprisé, les radios publiques à Québec vont parler de radio poubelle, etc. Donc, t'es pas capable d'admettre que tu peux dire c'est des colons, c'est des vulgaires, c'est des moi je comprends donc on critique, mais d'admettre qu'ils ont une place, tu comprends-tu? Puis c'est pas toujours c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours colon, vulgaire, c'est pas vrai, c'est simpliste ça. Dans quel état il est l'état du discours public? Il est dans quel état ça? Ça veut dire où au Québec? Ouais, au Québec, oui, je veux dire. Au Québec, je trouve que c'est resté quand même, on est privilégié. C'est une petite bulle, le Québec, quelque part. Donc, on peut critiquer beaucoup, mais il y a encore un débat public, il y a encore une certaine tolérance, une certaine civilité. Donc, le discours public au Québec, si je veux être positif, je dirais qu'il est resté quand même relativement sain. Là. Je sais pas ce qu'on comprend. Là. Je veux pas comparer ailleurs, il faut se comparer ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est quand tu te regardes, tu te désoles quand tu te compares, tu te consoles. Quand tu regardes en France, que c'est devenu, puis au fond, ici, on n'a pas de débat actuellement. Bon, là, ce qu'on vit, c'est Trudeau, là, qui a été mis dehors par Chrystia Freeland, puis que là, je sais pas ce qu'on peut... Non, je trouve pas qu'ici, ça a dérapé comme... Jusqu'à un certain point, le Québec, c'est un petit paradis, moi, je trouve. OK. Hein? Même si on peut critiquer, je sais que les gens vont dire qu'il est privilégié de dire ça, mais si on te compare avec ailleurs... Là... Comment tu vois le règne de Justin Trudeau, ces 9 ans? Qu'est-ce que tu dirais de... C'est quoi ton opinion sur son règne? Moi, je veux dire, je suis pas objectif à l'égard de Justin Trudeau. Parce que c'est quelqu'un pas que tu l'aimes? Non, je l'aime pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours tombé sur les nerfs parce que je trouve qu'il y a une espèce de... D'abord, c'est le fils de l'autre. Il a profité beaucoup de Pierre Elliott Trudeau, son père, qui est un personnage historique majeur. Qu'on l'aime ou pas, il a changé le Canada, puis c'est comme un peu un phénomène dynastique, si tu veux. Le fils, moi, je trouve qu'il y avait une espèce de langage creux, vide, moi, qui me tombait sur les nerfs. Donc, j'ai jamais été un fan au départ, donc j'avoue, si tu veux, que c'était pas ma tasse de thé. Son bilan... Bonne question. Bon, il est pas entièrement négatif sans doute. Il y a des gens qui vont dire là, qui ont aidé là, au début de leur règne avec la prestation pour enfants là, à l'amélioration de la condition de vie des gens qui avaient beaucoup d'enfants qui étaient pauvres. Mais pour le reste, je trouve que moi, j'ai tendance à dire qu'il est vraiment calamiteux, en fait, son bilan, entre autres en matière d'immigration. C'est une catastrophe, la politique migratoire. On essaie d'en gérer les conséquences actuellement. En ce qui a trait à l'image du Canada, puis au prestige du Canada sur le plan international, au pouvoir d'influence du Canada international, on a vraiment la Chine puis l'Inde. Exactement. On n'a plus de crédibilité qu'on avait. Sur le plan économique, c'est que le Canada est vraiment dans le fond du baril de tous les pays de l'OCDE. On est le pire en ce qui a trait à l'augmentation de la productivité. Donc, la dette. Donc, moi, je suis très critique à l'égard de Trudeau parce que ce que je reproche, c'est mon obsession, mais les partis politiques au Canada, c'était des partis quand même, tu avais les conservateurs puis les libéraux. C'était quand même assez modéré. Or, les libéraux sont devenus plus extrémistes, si tu veux, plus radicaux. Moi, une chose que j'aimais beaucoup, c'est à l'époque de Brian Mulroney, l'ancien premier ministre canadien qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est qu'à l'époque, le Parti conservateur s'appelait le Parti progressiste conservateur. Des gens trouvaient que c'était un peu schizophrène là, de joindre progressistes et conservateurs, mais moi, j'aimais ça. Parce que c'était des conservateurs, mais qui avaient un côté progressiste, tu comprends ça? Moi, c'est une chose que j'aime. J'aime le Maroc, un pays qui a beaucoup de problèmes, là, puis que je l'idéalise pas, mais ce que j'aime, c'est que t'es conservateur, mais c'est pas fermé au changement. Moi, je crois à ce genre de société. Le Maroc? Ouais. C'est pas eux autres que l'homosexualité est illégale? Sauf que, ben oui, c'est sûr que c'est illégal. Tout à l'heure, quand tu me dis que t'es allé au Maroc, je suis comme, oui, sauf que le Maroc, non, c'est vrai que c'est illégal, c'est une société. D'ailleurs, ce qui est intéressant au Maroc, c'est que c'est pas le gouvernement qui est avant tout répressif, c'est la société, c'est la culture. Mais à l'égard du Maroc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a vraiment une différence entre l'espace privé
l'espace public. OK, fait si tu fais ça chez Ce vous, que tu fais chez correct. vous, ça, là, Ouais. ils s'en occupent pas trop. Publiquement, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, des gens qui me disaient, oui, mais les groupes gays peuvent pas manifester au Maroc. Je disais, voyons, non, tu connais pas le Maroc pour dire ça. C'est sûr que les groupes gays manifesteront pas au Maroc. C'est pas connaître la culture, si tu veux, là-bas. OK. Donc, le Maroc, c'est une société qui est conservatrice, c'est une monarchie. Moi, je suis pour les monarchies. Mais en même temps, qui est pas fermée au changement. Qui est pas fanatique, en fait. C'est pas, mais il faut pas idéaliser ces sociétés-là. Aucune société faut idéaliser. Toujours imparfait, les sociétés. Puis actuellement, le problème, c'est que c'est l'espèce d'extrémisme. En fait, c'est des extrêmes. On dirait que les extrêmes ont pris le pouvoir. Encore à c'est ça. Ben ouais, parce que même il y en a qui disaient que le parti de Justin Trudeau, c'est plus le parti libéral. Exactement, t'as du raison, Canada. parce qu'ils ont été... C'est son parti à lui. Non, pas aussi, ils ont été très influencés par l'alliance avec le NPD. Je peux se comprendre. Le NPD, là, on a eu ces dernières années qui pratiquement, à certains égards, un gouvernement de coalition. De gauche. De gauche, de vraie quasiment. gauche. Ouais, alors ouais. que les libéraux, traditionnellement, étaient moins à gauche que ça. Et les conservateurs étaient moins conservateurs que ça. Donc, il y a une espèce de radicalisation. Jusqu'où ça va aller? Il ne faut pas devenir comme les Américains. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est que nous, on est très américanisés, et surtout les Canadiens anglais, mais même les Québécois, on est en Amérique du Nord, puis tu le sais, là, on n'est pas comme les Français de France. Puis Ouais, mais moins que le Canada anglais. C'est ça, exactement, non. Mais quand même, on est... Mais nous, on a notre culture, on a notre système. Mais les Canadiens anglais, quelque part, tu peux te dire, ouais, ils sont pas mal comme les Américains. Sauf que la grosse différence, c'est le système politique britannique, qui n'a rien à voir avec le système américain. Notre système politique, puis y compris le Québec. Le Québec, il ne faut pas oublier qu'on a été conquis par l'Angleterre avant la Révolution française. Donc, on n'a rien retenu de la France en termes de droit public, en termes d'institutions publiques. Tu sais, le droit civil est français, bon, on est des francophones, tout ça, mais nos institutions, l'Assemblée nationale du Québec, c'est l'une des plus vieilles assemblées de type britannique au monde. Donc, moi, je défends ça, mais les souverainistes très, très, très militants disent « Ah, c'est un reste de colonialisme britannique. » Non, je m'excuse, là. Ça a aidé le Québec, ça a aidé les francophones, ce système-là. Et je dirais que ça, on partage ça avec les autres Canadiens. C'est ce qui... Heureusement qu'on a ça. Actuellement, là, face aux attaques de Trump, là, bon, remarque, je pense pas une seconde que le Canada va devenir le 51e État des États-Unis. Là, ça, c'est moi, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme, mettons, quand tu t'en vas négocier un char, là, tu sais, si tu veux tel prix, là, ben, tu vas demander plus haut ou plus bas, dépendant t'es qui. Fait que je pense que c'est ça gagne, parce qu'il y a de l'air de faire pas mal ça avec tous les autres pays. Ouais, puis il n'a jamais dit qu'on envahirait le Canada. Là. Ça, c'est vraiment pas... Mais il n'y aura pas à le faire non plus. Non, puis de toute façon... Ben, le Groenland, c'est plus sérieux, parce qu'il y a juste 50 000 personnes au Groenland. Encore que... Tu sais, c'est pas beaucoup, 50 000 personnes pour un gros territoire comme ça. Mais il faut qu'ils le gardent après, tu sais. Faut qu'ils mettent non, une pas base, aussi, veut pas. Même si c'est juste 50 000 personnes, ça fait partie, c'est le Danemark, en fait, qui a le contrôle sur le Groenland, c'est lié à l'Union européenne. On va voir. Moi, dans un premier temps, Trump, ce qui a eu de très intéressant, c'est que dès qu'il a été élu, il s'est mis à émettre des tweets, à faire des déclarations, puis on avait l'impression qu'il était déjà au pouvoir. Alors qu'il n'était pas encore. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était la période où il va avoir eu le plus de pouvoir parce qu'il n'y avait pas à vivre les conséquences. Ouais, c'est ça. Il n'était pas à la tête du gouvernement. Puis on ne pouvait pas encore le prendre autant au sérieux. Exactement. Parce alors qu'on est que comme là, entre à la partir du l'Écosse. moment où là, il est au tête du gouvernement, il y a il y a ce qu'on appelle Ouais. le principe de réalité. C'est ça. Il y a des fasse attention. conséquences à ce qu'il va dire. Donc, c'est ça qu'Elon Musk, je trouve qu'il me semble être vraiment décollé beaucoup, là. Alors que Trump... mais par contre, c'est intéressant de voir que la Colombie, là, s'est couché devant Trump quand même. Tu vois qu'il y a du pouvoir, hein? Mhm. Parce que dans un premier temps, ils ont dit non, on les récupère pas, les immigrants illégaux colombiens. Puis là, Trump a fait ses menaces, puis quelques heures après, le président de la Colombie s'est couché. T'sais. En même temps, tu sais, on va dire, là, juste pour le bien de la théorie, là, on va faire un essai, là, tu sais. Si vraiment le Canada devenait le 51e État, ça serait épouvantable pour les républicains. C'est ça, le Parti républicain, parce que sûrement, il y a une bonne partie, à part peut-être l'Alberta, qui deviendrait des démocrates, qui voteraient démocrates, fait que, tu sais, ils perdraient... Puis aussi, le Canada, ça ne pourrait pas devenir le 51e État, c'est beaucoup trop gros. Mais en non, fait. ça serait Il faudrait qu'il y ait plusieurs États. Il y Le Québec 9 est là. États de plus. En plus, il y a la question du Québec qui est là. Tu sais, le Canada, c'est pas un pays qui est juste artificiel. Puis en plus de ça,
C'est drôle, c'est Émilie Nicolas, en fait, avec qui je fais le panel de Patrice Roy, avec lequel je suis pas toujours d'accord, mais qui a rappelé ça l'autre fois. Puis c'était juste, elle dit, dans le fond, on touche actuellement à la raison d'être du Canada. C'est qu'au départ, quand le gouvernement britannique a formé le Canada, c'était des années 1860. Tu sais, les Américains étaient très agressifs parce qu'il y avait ce qu'on appelait la destinée manifeste, l'idéologie de la destinée manifeste, que les États-Unis étaient comme dus pour dominer tout le continent. Donc, on menaçait beaucoup les colonies britanniques du Nord. C'était très menaçant. Et c'est là que le pouvoir britannique a voulu les unir pour faire le Canada. En 1867, c'est là qu'ils ont fait le Canada. Pourquoi? C'est essentiellement une façon de se défendre contre les Américains qui étaient agressifs. Donc, actuellement, on touche, en fait, aux raisons même de l'origine du Canada, jusqu'à un certain point. Mais moi, je crois pas une seconde qu'un pays, ça disparaît pas de même. Puis Donald Trump, il est pas tout puissant, là. Mais il y a comme une espèce de fantasme de toute puissance. Il va se casser la gueule sur la réalité tôt ou tard. Mais qu'est-ce qu'il veut faire vraiment? Mais tu sais, avec toi... Moi, je me pose beaucoup de questions. Même à un moment donné, je me disais, il a toute sa tête, coudon. Je sais plus à un moment. Et il y a une force là-dedans. Même Poutine doit dire, ouais... Poutine, peut-être qu'il se dit... Faut que je fasse attention. Ouais, il doit se dire, ouais, je le domine quelque part, mais en même temps, on sait jamais ce qui peut nous sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais l'imprévu... Ça il laisse comme s'il y avait un Joker encore dans son il peut se revirer, hein, il peut se revirer comme je sais pas, on parle. Mais on verra. Là, on est encore le début, on n'est pas encore dans le drame. Si on en revient avec Justin Trudeau, c'est quoi ses plus grosses erreurs, justement, je dirais que la politique d'immigration, c'est une énorme erreur. Parce que ça a changé la nature du Canada. Puis là, ça s'est mis à réagir. Puis c'est très menaçant pour le Québec aussi. Le chemin Roxham, là. Le chemin Roxham, heureuse. Moi, une de mes fiertés, c'est que moi, je suis un de ceux qui a vraiment, au panel de Patrice Roy, été les premiers à taper en disant c'est pas normal, là. Puis ça arrivait beaucoup vers le Québec. Puis c'est des gens qui passent pas par les canaux habituels, qui sont pas francophones. Donc, puis là, Justin Trudeau, il a commencé à faire de quoi? Qui ont commencé à s'en aller vers l'Ontario. Oui, puis aussi, là, actuellement, étant donné que ça a eu des conséquences économiques, entre autres, dans le domaine du logement, ça a accentué la crise du logement. Là, je pense qu'il y a un consensus général au Canada, le fait que c'était trop, que c'était très, très exagéré. Donc, moi, je reste... Responsable. C'est les politiques. Tu sais, c'est pas l'immigration, tu sais, c'est les politiques. Les politiques, c'est pas les immigrants comme tels. Non, il y en a qui essayent de mélanger les deux. Mais il faut pas s'empêcher de critiquer les immigrants. On a toujours été des sociétés d'immigration. Bon, moi, ce que je prétends, c'est que il faut vraiment que le Canada et le Québec, surtout, soient pas des sociétés... Il faut qu'on soit très tolérants pour que les gens soient pas plus racistes que ça. Parce que c'est tellement des politiques qui étaient malsaines, qui étaient exagérées, que ça aurait pu provoquer beaucoup plus de racisme que ça doit provoquer. Ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, lui, il veut faire en sorte qu'au contraire, il est tellement ouvert. Puis mais non, je pense qu'on est sorti de ça. En tout cas, j'espère qu'on est sorti de ça. L'autre erreur aussi, c'est de dévaloriser complètement l'idée d'équilibrer le budget. De juste de dire on dépense. Il n'y a pas de limite. C'est rendu à quoi, là? C'est 60 milliards? Ouais, puis ça, c'est pas grave, parce que par rapport... Ça c'est toujours mon obsession. Pas de limite, pas de mesure. Tu sais, à un moment donné, toi, t'équilibres ton budget un peu, là. Tu sais, quand tu dépenses, là, tout le monde équilibre son budget un peu. J'ai un asti de bon budget, mon gars. Tabarnak. Ouais. Oh que oui, monsieur. Bon, fait que, mais comment ce que je veux dire? Ça, c'est une autre erreur qui l'a... aussi, un autre élément, moi, qui m'a quand même choqué, mais ça, c'est plus mon côté, c'est que la dévalorisation du bilinguisme à ce point-là, d'avoir nommé une gouverneure générale qui parle pas français. Qui ne connaît pas le déclin du français. C'est aussi, c'est quand même le fils de Pierre-Éliott Trudeau. Puis ceux qui connaissent l'histoire savent que pour Pierre-Éliott Trudeau, ce qui était important, c'était plus le bilinguisme que le multiculturalisme. Des gens vont erronément associer le multiculturalisme à Trudeau-Pierre. C'est pas vrai, ça. C'est vrai que c'est dans la Constitution, mais lui, son obsession, c'était plus le bilinguisme. Mais c'est vrai que si tu me dis les deux grosses erreurs, moi, ce serait ça sur le plan économique. Ah oui, sur le plan économique, mais ça, c'est ceux qui suivent ça. Ils ont pas assez, ils ont dépensé. Mais si au moins ils avaient dépensé dans les choses vraiment importantes, ils ont dépensé dans le social, mais ils n'ont pas dépensé pour améliorer la productivité du Canada. Ils n'ont pas dépensé dans des secteurs porteurs d'avenir. C'est un gouvernement qui a juste été dans le social, quoi qu'il en coûte. Donc, c'était très bien pensant. On est ouvert. On accepte les immigrants de toute la planète. Puis aussi la démonisation de tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Mm-hmm. Ouais. Ça m'amène à parler de l'indépendance du Québec. Est-ce que c'est où tu te situes par rapport à ça? Tu sais, parce que j'ai écouté des entrevues avec Mathieu Bock-Côté où est-ce que t'es pas tant loin de ça, tu sais.
Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on était indépendant. Quand j'étais jeune, ça me semblait évident qu'il fallait qu'on soit indépendant, qu'on avait été conquis par les Anglais, puis que c'était pas normal, puis il fallait se sortir de ça. Ensuite, quand je suis sorti du Saguenay, j'ai réalisé que tous les Québécois n'étaient pas comme ça. Les Saguenayens, peut-être parce que c'est une région qui a été fondée par des gens qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent, c'était plus des aventuriers, c'est qu'il y avait dans le reste du Québec un côté plus mouton, moi je trouvais, puis qui ne voulait pas à ce point-là la souveraineté là. Et moi, je suis un gars réaliste, donc je dis, il y a des velléités, les gens voudraient bien être indépendants, mais est-ce qu'ils sont prêts vraiment là, à faire l'effort pour être indépendants? Mais pour répondre à ta question, moi, mon paramètre, c'est le pouvoir québécois. Moi, je suis dans le pouvoir. Je trouve facile de parler d'indépendance, puis dans les belles paroles, là, c'est le pouvoir québécois contrôlé par une majorité francophone. C'est ça qui fait toute la différence, qui fait qu'on ne deviendra pas un groupe ethnique, puis qu'on a un avenir, puis que peut-être qu'on va devenir indépendant parce qu'on a gardé le pouvoir québécois. Pourquoi, moi, le combat dont je suis le plus fier sur le plan politique, c'est le combat que j'ai mené contre un système de représentation proportionnelle, parce que ça aurait affaibli de toute évidence le pouvoir québécois. Le mode de scrutin. Ouais, le mode de scrutin. Je suis très fier de ça, parce qu'on n'est peut-être pas indépendant, mais on le voit là, face à Trump. Le Canada, c'est un pays quand même décentralisé. Le fédéralisme, il y a une souveraineté des États fédérés dans leur champ de compétences. Les pouvoirs du Québec ne lui viennent pas d'Ottawa. Là. Tu sais, les pouvoirs du Québec, c'est souverain. Ça vient d'un texte qui s'applique à tout le monde. On a une constitution du Canada, puis le Québec en éducation, ses pouvoirs ne lui viennent pas d'Ottawa. Donc moi, l'essentiel, pour moi, c'est pas la souveraineté, c'est pas l'indépendance. Ce qui est le plus basique, c'est le pouvoir québécois contrôlé par une majorité francophone. Puis si t'as pas ça, tu perds tout. Puis si t'as ça, tu conserves tout. Donc, j'ai rien, moi, contre l'indépendance à terme si les Québécois la veulent vraiment. Je me rallierai tout de suite, je viens du Saguenay, tout ça. Mais durant la pandémie, franchement, je me suis dit, à un moment donné, c'est bien beau. Fait peur. Ça fait bien du mal, la pandémie. Ah oui, ça a changé beaucoup, de choses. Puis je voulais pas... À un moment donné, je me suis dit, mais là, tu peux pas t'avoir dans la vie, là, être pour la sécurité, puis il faut faire attention, puis la sécurité, c'est bon. Ben ça, on ne parle pas d'indépendance, là. Non, mais c'est parce que... Tu sais, moi, je suis un très, très grand souverainiste. Ouais. Là. Moi, là, souverainiste que le calice, là, tu sais, mais à chaque fois que je parle de souveraineté avec quelqu'un, tu sais, puis il aime mes arguments, il aime le discours, mais ça revient souvent à la pandémie, tu sais, parce que ça a fait mal, ça a laissé des marques. Ah, c'est du monde cultivé, là, tu sais, du monde, c'est pas, tu sais, fait que... Mais il y a eu un consensus, parce qu'à un moment donné, j'en parle dans mon livre, Plus que jamais la liberté, il y avait une espèce de silence assourdissant de tous les intellectuels universitaires, de tous les gens qui d'habitude nous parlent des chartes des droits, etc. Ils disaient plus un mot, ils sont couchés complètement. Moi, ça m'a beaucoup traumatisé. Traumatisé, c'était pas traumatisé, c'était exagéré. Mais ça t'a marqué. Moi, ça m'a marqué, c'est ça. Parce que moi, le Québec, c'est un des grands amours de ma vie. Tu sais, j'ai écrit 7 livres, en bonne partie sur le Québec. Puis comme s'il y avait quelque chose que j'avais jamais vu. Mm-hmm. Une espèce de côté un peu couillon. Bon, est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Ben, t'as dit justement, tu sais, c'est ça, les Québécois, ils ont préféré, c'est ça, la sécurité à leur liberté. À ce point-là, je comprends tout est question de degré. Moi, d'ailleurs, je suis content. Moi, je trouve pas que la réalité est noire et blanche la plupart du temps. C'est une question de degré, de mesure. C'est juste ça, moi, que je dis. C'est que je trouve que si tu veux faire la souveraineté de façon sérieuse, il faut que tu réalises que la liberté, c'est important, puis que tu n'es pas juste dans la sécurité. Prends par exemple Paul Saint-Pierre Plamondon. Je l'aime bien, Paul Saint-Pierre Plamondon, quelque part, parce qu'il a étonné tout le monde. Tu sais, tout le monde pensait qu'il allait nulle part. Là, puis non, il est parti à 5%. Ben, oui, tu sais comment c'est. En plus, il y a un peu... Mais par contre, sa promesse de faire un référendum sur la souveraineté, et quoi qu'il arrive, je trouve ça irresponsable. Je me dis, ben là, faut-tu se couler à ce point-là? Là? Faut dire, le Québec étant ce qu'il est, tu fais un référendum, c'est une chance sérieuse de l'emporter, sinon t'en fais pas. Mais en même temps, on a un peu la course contre la montre. Je sais que t'aimes pas les scénarios paniques. Ouais, c'est ça vient nulle part, la panique. Mais en même temps, c'est un peu vrai que plus le temps y avance, de moins en moins avec la situation démographique. Moi là-dessus, je trouve que j'embarque pas du tout là-dedans. Moi, je trouve que ça mène nulle part les scénarios de panique, puis ça va pas faire que les Québécois vont voter plus pour l'indépendance, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les Québécois, c'est confortable comme société, là. C'est pas une société où c'est épouvantable, tout va mal, etc. Tu peux avoir des craintes, des frustrations, tout ça, mais c'est pas comme s'il fallait se dépêcher, sinon on allait... Toi, t'es intellectuel, donc t'es peut-être plus sensible à la question d'urgence. Puis aussi, le Canada, c'est ça le paradoxe. Là, on est dans une période
ou le Canada de Justin Trudeau, c'est vrai qu'il y a un côté, ils veulent notre peau quelque part. Le système canadien veut notre peau. Je suis d'accord, là-dessus, je suis conscient de ça. Mais j'ai hâte de voir le jugement de la Cour suprême sur la loi 21, la loi sur la laïcité. Le Canada, historiquement, est à ce qu'il est. Moi, j'écarte pas l'idée qu'il l'accepte en bonne partie, la loi sur la laïcité. On verra. Mais pour répondre à ta question... Ben, j'espère, parce que... Ben moi, je pense même peu importe le scénario, s'il y refuse, il va juste donner des arguments de plus aux souverainistes. Tu as parfaitement raison, ce serait beaucoup d'arguments. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont peut-être l'accepter. Peut-être. Et deuxièmement, tu sais, on peut être inquiet à l'égard de l'avenir du Québec. Je le suis quelque part, j'en parle dans mon livre. On peut être très critique à l'égard du système canadien, mais on peut toujours descendre plus bas pour la peine. Un troisième référendum perdant, là, on va être traité comme un groupe ethnique, vraiment, là. Ça fait que nous lancer là-dedans, là... Non, c'est pas vrai, ça. Je veux dire, c'est excessif. Ce que je veux dire, c'est que tu vois le verre plein puis le voir vide. Ça dépend comment tu le vois, le verre. Moi, des fois... comment je ferais ça? Quand je reviens, moi, du Maroc, là, puis que j'arrive à la station Lionel Groulx, là, tu sais, là, la station, tu prends l'autobus 747, là, puis tu vois, là, il y a une force du Québec qui me frappe, moi, quand même. Une force en français qui me frappe aussi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ça dépend vraiment du regard que tu portes. J'avais... quand j'ai écrit Le Défi québécois, mon premier livre, là, il y a longtemps, en 89, ton père n'était pas encore né, mon cher, toi non plus, t'étais pas né. Non, mais je suis à l'époque, j'étais convaincu qu'on était condamné à s'assimiler, puis qu'on serait comme les Franco-ontariens, Franco-américains, excuse-moi. Je faisais un gros trip sur Jack Kerouac, l'écrivain franco-américain, puis à un moment donné, j'avais pris mon auto, j'étais à Québec, puis j'étais descendu à Lowell, dans le Massachusetts, où Jack Kerouac avait vécu, puis t'avais les Franco-américains. Je sais, je suis resté là 3 jours, c'était comme très émotif. Et puis là, j'avais réalisé qu'on n'était pas des Franco-américains. On est ici depuis 300 ans. Moi, je crois à la force d'enracinement. Je crois à la force d'inertie, aux choses qui paraissent pas, au peuple comme tel. Et je suis très critique, moi, des intellectuels puis des élites québécoises issues de la Révolution tranquille qui nous ont coulés. Parce que, de façon prétentieuse, ils ont fait comme si le Québec avait commencé en 1960. Ils ont oublié qu'avant, là, il y avait de la force accumulée, il y avait une identité canadienne-française, catholique, enracinée, très, 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 très forte. Donc, c'est pour ça que je suis moins pessimiste que des gens comme toi. Les souverainistes modernes, ils sont pessimistes, mais on dirait qu'ils sont juste modernes. Tu comprends-tu? Moi, je crois à l'enracinement des peuples. Or, nous, on est là, ça fait 300 ans. Puis il y a une force tranquille là-dedans, il y a une force en dessous des choses là-dedans. Mais qu'est-ce que tu as à dire, mettons, de... Je sais pas. Aussi, la souveraineté, c'est pas une solution magique. Là. Même si c'est un référendum, mettons même... Bon, moi, je pense qu'actuellement, il le perdrait, là, mais mettons que tu le gagnes, ça ne réglera pas les problèmes automatiquement. Moi, je me rallierais, je te dis. Ça ne réglerait pas les modes. Parce qu'il y a un côté, chez les élites souverainistes, qui peut être très multiculturel, très décalant aussi. Toi, t'es pas là-dedans, j'imagine, là, mais tu sais, j'idéalise pas, moi, les souverainistes. Là, les souverainistes, ça peut être aussi comment je pourrais dire? C'est sûr, c'est tentant de dire que le Québec devrait être indépendant. Moi-même, je le comprends, mais il faut être plus sérieux. Moi, je trouve, pour réaliser un truc comme ça, faut que tu sois solide, là. Ouais, je sais. Puis je suis même... Il y a certaines affaires que je suis d'accord, mais qu'est-ce que comment d'abord, qu'est-ce que tu as à dire du déclin du français, tu sais, que si ça continue de même? Ben moi, il va en avoir, tu sais, oui, on va être enraciné, mais on va être enraciné où? Juste à Québec? C'est-à-dire qu'on est en... Regarde Montréal, tu sais. Non, c'est vrai ce que tu dis là, mais je trouve qu'on a un gouvernement, là, actuellement, dans 3 jours, ils vont, le ministre Roberge, là, va annoncer un projet de loi important cadre là, sur l'intégration des immigrants, le multiculturalisme, l'interculturalisme, tout ça. Bon, il y a Simon Jolin-Barrette, qui est un ministre très, très efficace. T'as Mme Christiane Fréchette qui est là. Moi, je trouve que dans le système actuel, on a du pouvoir. C'est à nous de l'exercer plus, puis qu'à un moment de se tenir debout. Il y a beaucoup de problèmes du Québec, c'est de la faute des Québécois, là, qui sont oui, non, ça, c'est vrai. Tout le truc de l'école Bedford, là, tu sais, le dérapage de l'école Bedford, là, à l'égard, là, des activistes islamistes, là. Bon, ce qui se dégageait, c'est pas juste l'école Bedford, c'est beaucoup d'écoles, puis il y a un côté quand même inquiétant là-dedans. C'est ça, d'ailleurs, que le projet de loi du ministre Robert, j'y arrive vraiment, c'est le temps que ça arrive. J'espère que ça arrive pas trop tard, là. Quand il dit le multiculturalisme, c'est vicieux, il a raison. Mais quand il y a eu le dossier de l'école Bedford, il y a beaucoup de gens qui ont dit le problème, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de normes, c'est que les normes ne sont pas appliquées.
Ouais, c'est que les ça. responsables, en bon québécois, là, je caricature, sont mollassons, ont peur de se faire accuser d'être intolérants. Ils sont lâches un peu. Tu sais, il y en avait des normes comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'entre le grand soir de l'indépendance puis l'assimilation, il y a des entre-deux. Puis moi, là-dessus, c'est que ça donne quoi de faire un référendum si tu le perds? Ça donne quoi si tu le perds? Tu vas te couler Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Canada, avait dit à un moment donné, pas du Canada, excuse-moi, du Québec, là, avait dit tu tiens pas un référendum si tu n'as pas une chance sérieuse de l'emporter. Bon, c'est couler ton peuple. Mais c'est quoi l'autre option? C'est d'attendre le déclin? Non, pas d'attendre, c'est d'agir. Ben oui, mais c'est ça. Mais non, mais le système, comment je pourrais t'expliquer? Le système, on est dans un système où il y a de la liberté, il y a des choses que tu peux faire. Le gouvernement, ça va être intéressant, le gouvernement Legault essaye de faire des choses actuellement qui sont pas minces, ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer ça? C'est qu'il y a des choses que tu peux faire. Sinon, t'attends la souveraineté. Si tu fais juste attendre, c'est sûr. Puis en plus de ça, on est quand même encore en nette majorité. Comment je pourrais expliquer ça? Moi-même, je peux être inquiet, mais je trouve que j'aime pas l'alarmisme, en fait. Non, je sais. Puis même, j'aime ça, tu sais, d'avoir quelqu'un qui prêche, tu sais, de « Hey, prenons plus notre temps, faisons les choses, mais fais-les-en bien. » Mais ça serait quoi l'autre affaire? C'est d'essayer d'aller chercher des pouvoirs, tu sais, d'aller chercher différents pouvoirs qui nous manquent. Mais là, pour ça, il nous faut la souveraineté ou le souverainisme. C'est drôle parce que dans le défi québécois, j'en parle de ça. M'excuse de me citer, là, mais c'était mon premier livre. Au-delà d'aller chercher des pouvoirs, c'est d'exercer les pouvoirs qu'on a. Dans le cas de l'école Bedford, c'est un bon exemple, ça. Ouais. Il y avait des lois, des dispositions, mais les Québécois ont peur. Ils sont Québécois, ils veulent être tolérants, gentils, ils n'exercent pas. C'est une bonne partie. Puis ils vont être souverainistes des fois, je ne veux pas être méchant. Ils vont rêver de la souveraineté, mais dans le concret, là, affirmer le français. Donc, je ne veux pas dire que tous les Québécois sont comme ça. Je sais que c'est une société complexe, ouais. mais il y a ça aussi. C'est pas juste d'avoir plus de pouvoir, c'est d'exercer les pouvoirs que tu as, puis de focaliser sur le pouvoir québécois réel, et non pas juste sur les grands soirs, puis les grands projets. Puis moi, il y a une partie des intellectuels souverainistes, je parle pas de toi, là, de ma génération, je suis très dur à leur égard. Parce que je trouve qu'ils moi, je suis pas un intellectuel. Bon, pour me poser les questions, non, mon cher, t'es intellectuel, pour me poser les questions que tu me parles, et pour avoir le débat qu'on a, t'es intellectuel. Ben, c'est pas grave, là. C'est négatif. T'es pas intellectuel. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que dans le Québec moderne, moi, je trouve que le pas, je suis le plus dur, c'est le reniement du Canada français. Pour qui les élites issues de la Révolution tranquille se sont-elles prises pour cracher à ce point-là sur tous les gens avant? Ça faisait depuis 250 ans qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui se sont battus, qui ont laissé des beaux édifices. Puis on a profité de ça. La Révolution tranquille, ça a été une révolution facile jusqu'à un certain point. On n'avait pas de dette. Mais là, juste parce que la fin du régime Duplessis a été noire, là, j'en conviens, là, on s'est mis à cracher sur les colons canadiens français d'avant. Ça, je trouve que ça nous a énormément affaiblis. Parce que le Québec n'a pas commencé en 1960. Il y avait une force. Qu'est-ce que tu veux dire par cracher? Bon, ils ont méprisé. C'était des conservateurs, c'était des catholiques jusqu'aux oreilles, c'était des réactionnaires, c'était la période noire de Duplessis. On les a beaucoup... Nous, on était modernes, on était tolérants, on était ouverts. C'est drôle, moi j'ai une relation avec Francine Pelletier, je ne sais pas si tu la connais, une journaliste... Bon, Francine, elle serait déprimée de voir que tu ne la connais pas. C'est une journaliste donc, que j'aime bien, qui vient... Une franco-ontarienne, mais très québécoise, c'est très, très à gauche. On est très, très loin, là. On est très, très loin idéologiquement parce qu'elle est plus... puis à un moment donné, elle a écrit un livre dans lequel elle était déçue du Québec parce qu'elle est progressiste. Puis là, elle voyait, si tu veux, la montée du mouvement de droite, puis etc., du conservatisme. Puis faire une histoire courte, j'ai dit à Francine à un moment donné, le problème, je te comprends, toi, t'es arrivé au Québec dans les années 1970-80, t'es tombée amoureuse du Québec issu de la Révolution tranquille, mais tu sais, le Québec, c'est plus profond que ça. Le Québec, ça n'a pas commencé. Il y a un côté conservateur au Québec, là. Il y a un côté identitaire au Québec. Donc, c'est pas tout le Québec que t'aimais, c'est un certain Québec que t'aimais.
Et quand il y a eu la pandémie, moi, ça m'a frappé. J'ai critiqué beaucoup, mais à un moment donné, je me suis dit, wow, quand il y a eu les conférences de presse quotidiennes de François Legault là, avec son vicaire Arruda, là, tu sais, je me dis, c'est comme le vieux Québec d'avant la Révolution tranquille qui revient. C'est comme la messe le dimanche. Et à un moment donné, c'est comme le Québec de la Révolution tranquille, c'est pas comme une parenthèse progressiste. Enfin, mais moi, je crois beaucoup à ça, à la force d'enracinement des sociétés, pas à la force d'inertie. C'est pour ça que je suis peut-être moins pessimiste que toi. Moi, la force d'inertie, ça fait pas de bruit, mais c'est là. C'est la force qui fait que la pierre reste là où elle est. Et je trouve qu'il y a une force d'enracinement au Québec. Mais tu sais, il y a toi que tu as dit tout à l'heure que ça, par exemple, je le reconnais beaucoup parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Puis tu sais, quand j'ai des conversations sur l'indépendance, ça revient souvent de « Mais Chris, qu'est-ce qu'ils font déjà là? » Tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec les pouvoirs qu'ils ont déjà? Tu sais? Puis c'est vrai que il y a de l'incompétence là-dedans, là, tu sais, qui pourrait... Il y a de l'incompétence possible. Mais ça donne pas l'exemple de « Hey, regarde qu'est-ce qu'on pourrait si on les avait toutes. » Ben, gars, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà? C'est ça, puis surtout que... Moi, je trouve que c'était une des séquelles de la conquête que j'avais analysée dans le Défi québécois, mon premier livre. Parce que la conquête, c'est dommage que je puisse pas te donner copie de mon premier livre, que j'en suis très fier, je pense que tu aimerais ça. C'est que la conquête, c'était une conquête douce. C'est une conquête à partie fécondation et oppression. C'est dur à gérer. Quand tu as juste une conquête rough, à ce moment-là, où tu te fais assimiler, où tu les combats, puis tu prends ton indépendance. Mais la conquête, tu te rends compte que c'était au 18e siècle, une querelle entre des Français puis des Anglais au nord de l'Amérique, qui avait un côté quasiment sophistiqué. Donc, ça nous a fécondé jusqu'à un certain point. Notre système politique est d'origine britannique. Totalement. Je donne toujours l'exemple, spontanément, les Québécois, le matin, ils prennent plus des œufs, du bacon que des croissants au petit déjeuner. Là. On a un côté anglais. Les francophones. Mais en même temps, c'est une oppression. Ils veulent ta peau. Donc, c'est ça, moi, la base de ma pensée politique. C'est pas facile à gérer. Parce que si tu embrasses ton conquérant naïvement, tu te fais avoir. Tu fais ton conquérant, tu as conquis, etc. Mais si tu le nies totalement, tu t'affaiblis parce que tu nies une partie ton identité. Donc, c'est pas... J'ai perdu mon identité. Donc, c'est pas facile à gérer comme tel, un truc comme ça. Mais là je t'avoue que j'ai perdu mon fil. Okay. Mais bon, mais ça, c'est un point important pour moi. Qu'on a comme une... c'est comme l'Ukraine, quelque part. Dans un des textes, dans mon livre, je fais une analogie entre l'Ukraine et le Québec. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays qui ont leur langue, et puis ont une aspiration à l'indépendance, mais ils ont un côté russe. Tu comprends? Ils ont un côté russe qui est ancien, qui est là, qui fait partie d'eux. Mm-hmm. Il y a vraiment une analogie entre les deux. Ils sont dans la jonction de deux mondes comme nous. Mais mettons, pour que les valeurs québécoises puis l'identité québécoise, la langue française, tu sais, puisse perdurer dans le temps, dans l'avenir, tu sais, qu'est-ce que tu aurais à proposer autre si c'est pas l'indépendance? Ben, il y avait OK, moi, un de mes thèmes principaux, le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment qui parle de ça, mais moi, j'ai beaucoup défendu la société distincte québécoise. Il y en a qui parlent de la nation. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Le Québec est une nation, c'est clair, mais c'est pas porteur de pouvoir, la nation. S'il y a des nations autochtones, il y en a beaucoup. Société distincte, c'est un concept, à la base de l'accord du Lac-Mead, c'est un concept de pouvoir. Tu dis, on est au Canada, OK, mais on est une société distincte. Les règles sont pas les mêmes au Québec que dans le reste du Canada. On va le voir cette semaine avec l'interculturaliste de Jean-François Roberge. J'espère qu'ils vont l'affirmer haut et fort. C'est le temps de dire, nous, là, c'est pas les mêmes règles que dans le reste du Canada parce qu'on reconnaît qu'une société d'accord. Et moi, je trouve, je viens de retrouver mon idée, mon cher, c'est que dans le Défi québécois, une des séquelles de la conquête, c'était la difficulté d'affirmer le pouvoir québécois sous le regard des approbateurs de l'anglais. On a beaucoup de difficultés avec ça. On est très sensible au regard de l'anglais, entre guillemets, là, sur nous. Parce que l'anglais, c'est une partie de nous un peu. C'est pas juste négatif, tu comprends-tu? Et ça, c'est une faiblesse des francophones. Quand ils veulent imposer le français, on a de la difficulté des fois parce qu'on a besoin de l'approbation de l'anglais. Ça, dans le Défi québécois, j'ai un chapitre là-dessus. C'est une séquelle de la conquête. Il y a comme un côté mou, un côté mollasson comme tel. Et je suis convaincu que dans le dossier des écoles Bedford, là, toutes les écoles, l'anglais, ça peut être aussi, l'islamiste aussi, tu comprends-tu? C'est que l'autre, c'est que là, tu veux être approuvé, tu veux être gentil, tu veux être tolérant. Tu as de la difficulté à affirmer le pouvoir légitime du Québec sous le regard des approbateurs de l'anglais, entre guillemets. Parce qu'ils vont nous dire, Bedford, c'est que ils vont dire, vous êtes raciste. Vous ne nous respectez pas comme tel. Donc, moi, je prétends que le bon côté, le Québec, c'est une société très sophistiquée, quelque part.
On est chanceux, on est dans le nord de l'Amérique, une querelle entre des Anglais et des Français, là, tu comprends-tu? C'était pas des colons, etc. Donc, c'est complexe. Et comme je te dis, la conquête, si c'était une conquête, c'est une conquête complexe, en fait. C'est ça la base de mon affaire. Je veux dire, la conquête est dure à gérer parce qu'elle est complexe. Je te pose une dernière question, puis mettons, hein, je te mets responsable de faire l'indépendance du Québec. Comment tu t'y prends? Autrement dit, un référendum, excuse-moi, responsable de faire l'indépendance du Québec. Mais moi, je suis peut-être plus humble, mais moi, je me contenterais de faire une vraie société distincte, constitutionnalisée. Fait que tu ferais une constitution, ça serait dans la constitution. Là. Je parle pas de parole, là. De dire, c'est ça l'échec de l'accord du Lac-Meach qui est une tragédie. C'était ça l'enjeu. C'était de dire, nous, là, OK, on est Canadiens, mais on n'est pas pareil. On est une autre société. Société distincte, c'était une société en majorité francophone. Il n'y avait pas beaucoup de contenu dans la définition de la société distincte, sauf de dire que c'était en majorité francophone. Donc, c'était le pouvoir québécois. À partir de ça, les jugements de la Cour suprême auraient été différents. Ça aurait tout changé quelque part. Et donc, dans ce sens-là, si on me disait l'indépendance, je dirais, OK, écoutez, nous, on voudrait mais on se contenterait d'une vraie société distincte, changer la Constitution dans laquelle c'est écrit, qu'on est une vraie société distincte, j'aurais tendance à faire ça. Fait que, tu sais quoi, tu t'en réécrirais une nouvelle? C'est-à-dire que je mettrais simplement dans la Constitution canadienne le contenu de l'accord du Lac-Meach qui avait été coulé par... De toute façon, tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais ça avait été une tragédie, cette affaire-là. Puis c'est Pierre-Éliott Trudeau, père, qui a coulé l'accord du Lac-Meach, de dire... L'héritage de Trudeau n'était pas juste négatif, l'héritage de Trudeau, père. Il y avait juste un trou. Il y avait... Le peuple fondateur n'était pas là. L'autre élément dont on n'a pas parlé dans notre conversation, les Canadiens, au départ, c'est nous. C'est nous le peuple fondateur du Canada. Pendant la majorité de l'histoire du Canada, les seuls qui s'appelaient Canadiens, qui étaient appelés Canadiens par les autres, c'était les ancêtres des souverainistes comme toi. Quand les Anglais sont arrivés en 1760, ils ont trouvé des Indiens à qui il ne serait jamais venu l'idée de s'appeler Canadiens, parce que les Autochtones, c'est les plus récents Canadiens, et ils ont été soumis à un régime d'apartheid pendant très, très longtemps. Ils ont trouvé des Indiens, puis ensuite, c'était des Britanniques qui sont restés britanniques jusqu'à l'époque de Wilfrid Laurier. Les autres, c'était les Canadiens, les Canadiens. Les Canadiens. Il ne faut jamais oublier que le peuple fondateur du Canada, c'est nous autres. C'est pour ça que les Québécois ont beaucoup de difficultés à quitter le Canada. C'est le pays qu'on a mis au monde. C'est notre bébé. Puis c'est vrai, c'est pas juste des théories. Stephen Harper était conscient de ça. Il commençait toujours ses discours en français parce que c'est nous le peuple fondateur du Canada. Puis pendant longtemps, là, ça n'a pas duré. Wilfrid Laurier, le premier premier ministre canadien-français du Canada, disait aux Anglais, soyez comme les Canadiens, sentez-vous Canadiens, arrêtez de vous sentir British. Tu sais, parce que les Anglais se sentaient British, ils se sentaient membres de l'Empire britannique. C'est juste à l'époque de Wilfrid Laurier que les British ont commencé à se sentir Canadiens. Puis c'est là que les Canadiens sont devenus des Canadiens français. Puis ensuite, sont devenus des Québécois comme toi, en 1960. Mais fondamentalement, le peuple fondateur, puis ça, j'ai écrit là-dessus, puis j'ai fait des conférences en anglais, personne ne peut contester ça. Le peuple fondateur, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. Je veux dire, le Canada profond, là, c'est à Versailles, à l'époque de Louis XIV, on parlait du Canada. La Nouvelle-France, ça s'appelait le Canada. Les Autochtones, c'est les premiers habitants du territoire. Mais c'est pas les premiers Canadiens, c'est ridicule. Sur le plan de l'identité, c'est nous. C'est nous. Je suis content de pouvoir parler de ça. Ouais. Comme ça, il y a bien du stock, mais tout ça est dans mon livre. Donc, je sais pas pour la promotion donc, de mon livre. Personne ne peut acheter maintenant. Fait que c'est ça, pour en revenir, ça serait dans le fond, c'est soit, est-ce que tu ferais une nouvelle constitution pour le Québec ou tu irais jouer dans celle du Canada, puis ça foutrait un peu à marde, fait que là, ça veut dire qu'on se séparait. OK, bonne question. Ouais, c'est moi, je suis un gars réaliste, surtout que je suis vieux, je vais mourir bientôt, donc il faut être dans le réel. Non, moi, de façon réaliste, je dirais, ouais, mais je veux que ça soit clairement écrit dans la Constitution canadienne, qu'on ait une société distincte, puis que ça soit une règle d'interprétation pour les tribunaux. Donc, il faut que les tribunaux tiennent compte. C'est ça que je ferais, moi. Ça changerait tout. Alors qu'une constitution québécoise, d'ailleurs, il va en être question, là, parce que peut-être que le gouvernement Legault va se lancer là-dedans. Ça, c'est pour faire plaisir aux élites souverainistes. On a notre constitution. Puis là, en plus de ça, ils vont vouloir nous éloigner de notre passé britannique. Moi, je suis un fier défenseur des institutions britanniques. Historiquement, là, ça a aidé le Québec à mort les institutions. Je crois pas à ça, moi. Je trouve que la solution à notre problème, c'est plus de changer la Constitution du Canada, parce qu'on est dans le Canada, pour que dire, OK, le Québec y est, mais... puis il faudrait que ça se fasse, parce que c'est pas normal que le Québec soit pas reconnu dans le Canada. C'est très malsain.
C'est très, très malsain. Ça prend, par exemple, le fait que le multiculturalisme est devenu sans limite, c'est l'envers de la non-reconnaissance du Québec. Ça, c'est parce qu'il y a un prêt payé pour pas reconnaître le Québec. C'est le peuple fondateur du Canada. C'est nous autres les premiers. Ils n'ont pas voulu nous reconnaître rien. Fait que là, ils ont compensé par un multiculturalisme où ils reconnaissent toutes les différences de la galaxie, sauf le Québec. C'est ça, parce que nous, on est une parmi tant d'autres. Alors qu'on est là... Tu vois, le côté hypocrite, parce qu'on se présente comme un pays tolérant, mais on est totalement intolérant à l'égard de la plus grande différence qui existe au Canada. Puis là, il y a les Autochtones. Les Autochtones aussi, c'est terrible ce qui est arrivé aux Autochtones, parce que si le Québec a été conquis, on n'a pas été détruit. On est encore là en train de parler. C'est encore la loi, c'est Indiens. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, il y a une espèce d'amour des Autochtones du côté anglophone qui était l'envers de la non-reconnaissance du Québec. Mais je radote ce qui est dans mes livres, là, mais c'est un peu ça. Ben, c'est parce que, tu sais, comme moi, de la façon que je vois qu'on peut réussir l'indépendance du Québec, c'est en ralliant tous les souverainistes de gauche puis tous les souverainistes de droite. Puis qu'est-ce qui est extrêmement difficile à faire en ce moment parce que un veut pas de l'autre, puis l'autre veut pas de l'autre. Raison, mais puis là, t'as tous les centres qui essayent. C'est parce que les souverainistes de droite comme Mathieu Bock-Côté, mettons, ils ont au moins leur place. Moi, j'irais plus comme Dom Moret, là, tu sais. Lui, c'est un souverainiste un souverainiste, Dom Moret? Pas assumé, mais tant qu'à moi, c'est un souverainiste beaucoup de droite. Écoute, si, mettons, le Québec, c'est une nation. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. On l'a vu lors de la pandémie, on a eu des réflexes nationaux, on faisait les choses à notre façon. Là. C'est vrai que c'est une nation, mais c'est une nation qui n'est pas capable, en fait, de changer la relation avec le reste du Canada de façon saine et acceptable pour lui. On est resté conquis. C'est ça le problème, on est resté des conquis. Moi, c'est ça comme je vois ça. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est pour l'indépendance. C'est pas. C'est le pouvoir. Ça peut être un rêve compensatoire pour moi, l'indépendance. On va dire, t'en parles, mais pendant ce temps-là, le réel t'échappe. Moi, c'est un peu ça. Mais cela dit, je suis pas contre. Là, tu comprends-tu? Moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, c'est le pouvoir. Tu sais qu'il y a personne qui en parle. C'est le pouvoir québécois. Et c'est pour ça que la réforme du mode de scrutin, le fait qu'on a réussi à bloquer ça, je suis très, très, très content. Hey, Christian Dufour, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment l'intellectuel qui ne s'assume pas. Non, je suis content, entre autres, qu'on ait parlé beaucoup de trucs internationaux. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais? Ben, gars, on peut tout être surpris. Bon, parfait. Attends une minute. Juste avant qu'on quitte, mes commanditaires, pour te remercier d'être venu. Un gros merci à mes commanditaires, les cafetières Bellucci, puis... les procafetières.ca, ça, ils donnent un sac de la poche du café du WhatsApp Podcast. Tu peux le sortir puis le mettre sur la table. Là. Merci pour leur faire de la promotion un petit peu. Fait que si le monde veut s'empoigner, ils peuvent aller au procafetière.ca. Puis je te laisse le mot de la fin, tu sais. Fait que si le monde veut te lire, si le monde veut t'écouter, si tu fais partie du panel c'est ça, je fais politique. Le panel de Patrice Roy, RDI, le mercredi à 5h30. Et puis, toutes les semaines. Puis, à toutes les 2 semaines, je fais Dominique Moret à Radio X à Québec le lundi à 8h15. Puis, il a été généreux parce que c'est la meilleure heure, 8h15. Les gens sont dans leur auto, puis ça dure une demi-heure. Donc, avec Patrice Roy, c'est bien, mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est frustrant. Alors qu'avec Dominique Moret, c'est le luxe du temps. J'ai une demi-heure pour la côté. Ah, super. Puis, si le monde aussi veut ton livre, plus que jamais, La Liberté, je les invite à aller se le procurer. Fait que, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Merci, Christian. C'est moi qui te remercie. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.